Après que c'est fait, tu dis, gars, là, je m'excuse, j'aurais aimé ça faire des meilleures décisions, je suis pas parfait, blablabla, mais il n'y a pas d'excuse là-dedans. Tu sais, il y a du monde qui m'ont dit, ouais, mais le testing n'était pas là, mais c'est pas une excuse. Je le savais au début que je faisais quelque chose qui n'était pas correct. Puis ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine. C'est quelque chose que je regrette énormément. Mais j'essaie de tourner ça en positif. J'essaie de parler le plus possible aux jeunes, de ne pas faire les erreurs que moi j'ai faites. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au WhatsApp Podcast. Ici votre animateur Jerry Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit comme invité, c'est nul autre que le lanceur vedette de la MLB. Anciennement avec les Dodgers de Los Angeles, et j'ai nommé Éric Gagné qui vient nous parler de son parcours, qui vient nous parler des hauts et des bas. Ça a vraiment été tout un bon podcast, man. C'était cool. J'ai beaucoup aimé ça, le recevoir. Tu sais, il s'est pas défilé. Il a vraiment répondu à toutes nos questions et inclus celles que vous avez en tête. Oui, il nous en parle. Fait qu'un gros merci à Éric Gagné de ne pas savoir défiler. Et c'est ça, lui, pendant ce temps-là, malheureusement, il était en Arizona. Fait qu'on n'a pas pu faire le podcast en présentiel, hein, un en face de l'autre, mais ça a été en webcam. Fait que, on a décidé de le faire en webcam, mais ça a quand même donné un bon résultat. C'est pas de quoi que je préfère nécessairement, mais étant donné les circonstances, je pense qu'il fallait qu'on deal avec. Fait que un gros merci à Éric Gagné d'être venu au WhatsApp Podcast. Mais juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste encore une fois, un gros merci à mes commanditaires, et j'ai nommé encore une fois procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Fait que si vous voulez une bonne cafetière, allez vous chercher une cafetière Bellucci. Ce sont des très belles cafetières remplies de chrome, hein, qui sont belles. T'es regardes, tu fais, si j'ai le goût de me pogner un bon café, hein? Et si vous voulez vous en acheter une, peu importe la marque, allez faire affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres, les experts sont situés sur la rive sud de Montréal à Varennes. Allez les voir dans leur local ou sur leur site internet au procafetière.ca. Vous allez voir, ils sont super efficaces et crissement sympathiques. Fait qu'un gros merci à mes commanditaires de cette semaine. Et juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste encore vous rappeler que si vous voulez m'encourager, vous pouvez toujours vous abonner à mon Patreon au patreon.com/whatsappodcast. C'est pas cher pour vous autres, c'est 2-3 piastres. Puis pour vous autres, c'est pas grand chose pour moi, ça fait toute la différence. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Puis en plus, ça m'aide financièrement à pouvoir continuer ce podcast-là. Ou sinon, je vous encourage tout le monde à vous abonner à ma chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, écrivez un petit commentaire positif, ça m'aide tout le temps avec les algorithmes. Ou sinon, un gros merci à mes commanditaires, un gros merci à mes membres Patreon, et notre invité Éric Gagné. Fait qu'un gros merci tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Yes sir, bon ben what's up tout le monde, bienvenue au WhatsApp Podcast, man. Aujourd'hui, crissement content de l'avoir sur le podcast, man. Il a fait sa marque au baseball, il a marqué l'histoire. Un très content d'avoir l'athlète Éric Gagné au podcast. Fait que salut Éric, ça va bien? Oui, ça va bien toi, t'es en forme? Yes, oui. Ben toi, ça doit aller mieux là en Arizona, là, ici c'est l'hiver, c'est pas mal de la merde. J'avoue que je suis chanceux d'être ici. Le ciel bleu, le beau soleil. Fait que c'est pas pour vous écœurer, mais je suis vraiment bien ici. Yes! Ben c'est ça, tu sais, moi, d'emblée, je dois commencer en disant que moi, je connais pas tant le baseball. Je suis juste un Christ de gros fan de Québécois qui ont du succès à l'international, là, tu sais. Fait que moi, tu sais, que ce soit Georges Saint-Pierre ou des Éric Gagné, je suis tout le temps calissement content, man, de pouvoir avoir une conversation avec eux autres. Fait que, tu sais, on va commencer avec le début du début. Tu sais, comment tu t'es intéressé au baseball, tu sais? Parce que, tu sais, au Québec, tu sais, c'est le hockey ou c'est rien, pas mal. Exactement. Comment tu t'es intéressé à ça? Mon père m'a toujours dit, dans le fond, de jouer tous les sports. Il y a pas tu sais, c'est veut pas au hockey, c'est un chauffeur d'autobus. Ma mère, c'est une serveuse d'un restaurant. Fait que, tu sais, veut pas le hockey. Je joue à l'année longue. On sait très bien que
ça coûte cher l'hiver avec les deux stocks, un frère, deux stocks de hockey, des choses comme ça. Fait qu'il m'a dit de choisir un autre sport. Puis c'est sûr que le baseball, ça coûte beaucoup moins cher. Puis j'ai choisi de faire le baseball l'été. Puis, tu sais, il n'y a aucune raison pourquoi j'ai décidé le baseball. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours voulu être un joueur de hockey. Moi, dans ma tête, j'aurais été un joueur du Canadien. Ça aurait été mon rêve de me rendre dans la Ligue nationale. Mais écoute, quand j'ai tombé en amour avec le baseball, mon père, j'ai toujours lancé avec lui, avec mon frère, avec mon voisin Dave, Martin. On a toujours joué au baseball ensemble. Fait que, tu sais, l'amour du baseball a toujours été là. Mais je sais pas, un gars de Mascouche qui se rend des majeurs, c'est vraiment spécial. Mais moi, dans ma tête, j'ai toujours voulu être un joueur de hockey. Ah ouais, le joueur de hockey, ça a quand même. Même aujourd'hui, avec le recul, y a-tu un petit regret de. Ah, si, j'aurais pu être là, moi, Calis. Ah, ouais, écoute, mais je me dis la même affaire en lançant. Tu sais, dans ma tête, je suis encore capable de lancer des majeurs. Dans ma tête, j'ai toujours un joueur défensif qui a été capable de se rendre dans la Ligue nationale en tant que défenseur droitier. Mais non, j'ai aucun regret. Écoute, j'ai toujours adoré le hockey. J'adore regarder la façon que les jeunes jouent. Puis mon gars, il joue au hockey. Fait que tu sais, j'ai toujours été en amour avec le hockey. Comme tu disais, un Québécois, ça n'a quasiment pas le choix. T'es né avec tes patins. Mais non, écoute, j'ai aucun regret. C'est sûr, j'aurais aimé ça jouer au hockey le plus longtemps possible. Mais écoute, j'ai joué dans les majeurs au baseball. Fait que je peux pas me plaindre. Ben non, c'est ça. Puis avec la carrière que tu as eue, man, c'est incroyable. Puis tu sais, comment qu'on fait de partir de Mascouche puis de se faire remarquer par la MLB? Tu sais, comment que ça s'est passé, ça? Moi, j'avais jamais aucune idée comment tu te fais remarquer. Au début, j'étais chanceux parce que j'ai eu un de mes amis, Éric Boisjoli, m'a demandé d'aller. Premièrement, ça a commencé quand quand je jouais dans le midget 3 avec les Marquis de Montréal. J'ai un scout qui s'appelle Claude Pelletier, qui était mon scout à moi, qui avait été avec les Dodgers dans le temps. Puis je pense qu'il était à Longueuil, il est venu voir mon père. Il a dit à mon père que Éric, c'est un bon joueur, il y a une chance qu'il se rende un joueur professionnel, aucunement des majeurs. Il ne parlait vraiment pas de ça. Puis il serait-tu intéressé de jouer des majeurs, d'en jouer dans pro? Pas des majeurs, parce que je joue dans pro en tant que joueur professionnel. Puis mon père, tu sais, il riait un peu. Il dit, oh oui, c'est sûr que ça l'intéresserait, mais j'étais encore beaucoup trop jeune, tu sais, j'avais aucune idée. Mais c'est Claude Petit, le premier, qui s'est présenté premièrement à mon père, qui m'a dit que j'avais une chance de me rendre en tant que joueur professionnel, de me faire payer justement pour jouer au baseball. Fait que j'ai jamais vraiment pensé à me rendre des majeurs, mais écoute, quand il m'a dit ça, quand j'avais 15-16 ans, j'ai dit, OK, ce serait le fun de me concentrer sur le baseball. Puis, veut pas, j'avais beaucoup plus de talent qu'au baseball qu'au hockey. Fait que j'ai continué avec le baseball. Puis, j'ai eu la chance de me rendre à Séminole. Puis, la raison pourquoi que je me suis rendu à Séminole, c'est à cause de Éric Boisjoli, qui lui était là-bas au Junior College. Il y avait déjà un full scholarship. Il cherchait des lanceurs. Puis, il a dit un bon mot pour moi. Puis, il me dit, gars, j'écoute, on a un joueur ici à Québec qui pourrait lancer, qui pourrait vous aider. Puis, Lloyd Simmons, il m'a appelé, puis il m'a offert un scholarship à Séminole. C'est là, je pense que je me suis fait découvrir un petit peu plus. C'est là que j'ai réalisé que le baseball, c'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé me concentrer là-dessus, puis vraiment me dédier ma vie sur le baseball, parce que si je veux pas, à Séminole, où on était, c'était vraiment difficile. C'était vraiment comme un bootcamp, c'était vraiment dur. Puis partir du Québec, m'en aller en Oklahoma, pas parler un mot en anglais. Un Québécois de Mascouche qui s'en va en Oklahoma, c'est un petit peu différent. Mais j'ai toujours adoré le baseball. Puis, tu sais, comme tu dis, m'a fait remarquer, j'ai pas vraiment pensé à ça. C'est Claude Pelletier. Puis, j'ai joué avec l'équipe du Québec, j'ai joué avec l'équipe canadienne. J'ai passé par les étapes normales d'un joueur du Québec qui est capable de passer par là. J'ai passé à l'ABC. Après l'ABC, j'étais à l'équipe du Québec, l'équipe du Canada. Je pense que c'est là que je me suis fait voir par Claude Pelletier. Puis, après ça, après mon année à Séminole, j'étais avec l'équipe canadienne pour une saison, 2 saisons dans le fond, pour 2 étés. C'est là que je me suis fait découvrir. J'avais vraiment bien lancé. C'était cet été-là. Puis c'est là que Claude Pelletier m'a offert un contrat. Je me suis fait repêcher en 99, non, excuse, en 95 par les White Sox. Puis après ça, c'est Claude Pelletier qui me repêche, qui me signe en tant qu'agent libre après ça, avec les Dodgers. Fait que c'est ça, tu sais, mais c'était pas. T'étais pas. Ma tante reconnue déjà comme un grand joueur. Il a fallu que tu travailles beaucoup pour te rendre ce que tu étais. C'était pas tout garanti devant toi. Là, tu sais. Non, mais écoute, en tant que joueur québécois, en tant que Québécois qui voulait jouer au hockey, il n'y a rien de garanti au baseball. Tu sais, on n'a vraiment pas la chance de jouer énormément contre la meilleure compétition, comme les gens de la Californie ou les gens au Texas. Ils ont toujours la meilleure compétition un petit peu. Mais en tant que joueur québécois, c'est sûr que tu n'y penses pas, tu n'as pas vraiment la chance. Mais pour moi, me rendre là, tu sais,
oui, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais pas. Quand tu es là-dedans, tu n'y penses pas. Tu dis, ah, je Hmm. joue au baseball, j'adore le baseball, je continue à jouer. Puis j'ai toujours eu la chance de continuer à jouer, que ce soit au junior college, puis après ça, je me suis fait repêcher. Je me suis fait repêcher. Après ça, j'étais au junior college, j'ai fait l'équipe canadienne. Ensuite, je suis allé dans le A. Tu penses pas vraiment aux étapes. C'est sûr que moi, je regarde, je dis, wow, j'ai été blessé des mineurs la première année, après ma première année avec mon coude, que j'avais aucune idée. Je savais même pas c'est quoi une blessure. Puis m'ont refaire le bras au complet. C'était difficile, mais quand tu es innocent un petit peu, tu sais pas exactement dans quoi tu t'embarques. Tu te mets la tête à terre, puis tu te dis, gars, à chaque jour, j'avance, j'essaie de m'améliorer, puis j'ai un rêve qui est capable de me rendre un majeur. Fait que oui, j'ai eu beaucoup d'adversité, qu'appelle en anglais. Ouais. Mais c'est quand tu es jeune, tu te dis, gars, là, c'est quoi d'autre je vais faire? Moi, j'ai toujours une passion pour le sport, une passion pour le baseball. Fait que, c'est sûr, j'ai eu la misère. C'était pas facile. J'ai eu junior college. Après ça, tu sais, pas parler en anglais, me rendre là, faire la simulation aux États-Unis. Quand tu arrives dans les pros, tu arrives à Savannah, Georgia, la première année, tu sais, tous les joueurs sont bons. Là. Tu sais, j'arrive là, un jeune de Québécois qui n'a pas vraiment essayé pour beaucoup d'argent. Je n'étais pas un bonus baby qui appelle. Fait que j'étais pas vraiment un gros prospect, mais ils ont vu. Je pense que qu'est-ce qui m'a aidé énormément, c'est Claude Pelletier. Il a parlé aux Dodgers, puis il adorait comment je pourrais dire, ma personnalité un peu, ma ténacité, qu'on dirait. Puis dans le fond, Ta vision, peut-être? ma vision, un petit peu mon caractère aussi. J'avais un caractère de joueur de hockey, puis je pense que c'est ça qui aimait un peu Claude Pelletier. J'ai toujours été un peu, pas un bulldog, mais sur le monticule, je suis un gars qui était vraiment agressif. Puis ma personnalité, je pense qu'il adorait ça. Je pense comme un fighter un peu. Puis je pense que c'est ça que les Dodgers ont bien aimé. Puis ils ont toujours mis, comme Claude Pelletier a toujours mis un bon mot pour moi. Je pense que les Dodgers ont toujours aimé ça. Fait que, tu sais, je n'étais peut-être pas un gros prospect par rapport à l'argent ou par rapport au draft, mais ils ont toujours aimé, je pense, ma personnalité. Puis je pense que c'est ça qui m'a aidé énormément. Tu sais, veux pas. Tu arrives des mineurs, tu as des coachs différents, tu sais, faut que tu te fasses aimer. Puis tous les joueurs, il y a des joueurs dominicains, ils sont incroyables au baseball. Tu sais, moi, j'arrive là, j'ai joué quoi? Peut-être 150 games dans ma vie, parce que veux pas, on joue l'été, c'est 20-25 games. Ben, Puis c'est on ça a. que je me demandais, tu sais, tu sais, on va y revenir avec les Dominicains, tu dis qu'ils étaient forts, mais tu sais, j'imagine tu dois partir peut-être avec deux prises, si on peut dire l'expression, tu sais, vu que tu viens du Québec, puis tu sais, nous autres, on a la petite d'hiver de marde là, qu'il faut faire avec, fait que, tu sais, est-ce que, puis en plus, tu sais, tu parles pas anglais, tu sais, j'imagine, c'est ça, fallait vraiment que tu te battes pour faire ta place, j'imagine, là, tu sais. Oui, tu te bats, puis veux pas, tu fais, comme tu disais, deux prises, tu y penses pas, ça. T'es comme, moi, mon rêve, c'est de me rendre des majeurs, puis j'avais aucune idée comment j'allais me rendre là, j'avais aucune idée comment le repêchage marchait, j'avais aucune idée c'est quoi un agent libre, j'avais aucune idée de ce qui se passait dans le monde du baseball, tu sais, je me suis fait dire que j'étais un bon joueur, je me suis fait offrir un petit peu d'argent à m'aider d'un joueur professionnel, dans un rang professionnel. Ensuite, je me suis blessé, puis je me suis fait donner un nouveau bras. Puis je me suis fait encourager par les vétérans que j'avais autour d'eux autres avec les Dodgers. Je me suis fait aider par le medical staff. Fait que, tu sais, veux pas. Tu y penses pas, mais tu sais, c'est sûr que je regarde, je vois les chances que moi, un petit cul de mascouche, me rende dans le baseball majeur à Los Angeles, que gagne un Cy Young. Tu regardes ça là, tu te dis, ah, Ah, c'est ouais, sûr. Je mets tout mon argent là-dessus que je me rendrai jamais, ça c'est sûr. Là. ouais. Mais tu sais, c'est ça qui est le fun. Je pense que c'est ça la belle histoire. C'est ça le rêve des jeunes au Québec. C'est sûr que ça arrivera peut-être pas à tout le monde, mais le fait de rêver, le fait de vouloir se rendre, puis c'est un peu d'innocence, c'est beaucoup de chance, c'est que les blessures, il y a beaucoup de joueurs que moi j'ai joué qui étaient beaucoup meilleurs que moi, soit qui ont de la misère, ils n'ont peut-être pas persévéré, ou des blessures, ou il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, j'ai été chanceux. J'avais une bonne famille, j'avais du bon monde alentour de moi, j'ai été chanceux, je me suis fait blesser, mais les Dodgers m'ont aidé. Tout c'est vraiment aligné comme il faut. J'ai vraiment été chanceux, mais tu sais, comme tu disais, pas parler en anglais, mais je me suis forcé à parler en anglais. J'ai essayé de me stimuler le plus possible pour pas me faire. Tu sais, veux pas, j'avais pas d'autres Québécois, j'avais pas de personne qui parlait en français avec moi. Tu sais, les Dominicains ont des Dominicains, les Américains ont des Américains, mais moi, j'étais comme dans le milieu. Fait que je me suis fait beaucoup d'amis dominicains parce qu'on comprenait exactement comment tu te sentais d'arriver dans une équipe, puis il n'y a pas personne qui est capable de te comprendre. Fait que, tu sais, je Ouais, le comprenais un petit peu sentiment ça. d'étranger, là, tu sais. Ouais. Puis en plus, moi, veux pas, les Américains, ils se comprennent pas que je parle français, mais dans leur tête, je suis un Américain, je suis pas comme un Dominicain. Fait que, je me suis fait des amis des deux côtés, pas les deux côtés, mais dans le fond, c'est les deux côtés, là, veux pas, t'es d'un clubhouse, t'as Hein. des Dominicains un par haut, t'as des Canadiens. J'avais 3-4 Canadiens avec moi. Mais, c'est ça, moi, je pense que c'est le fun. C'est le fun. C'est le seul et le fun dans une équipe. T'as beaucoup de monde différent.
Puis moi, j'ai toujours essayé de m'adapter par rapport à mes teammates, puis comme tu disais, parler en anglais, des choses comme ça, être un bon teammate. Je pense que c'est ça un petit peu pourquoi que je me suis rendu là. J'ai essayé d'être le meilleur joueur possible, oui, mais aussi la meilleure personne. Puis comment t'étais vu par les autres joueurs d'être québécois, tu sais, le blanc qui parle français, là, tu sais. Ils ne comprenaient pas, je pense. Ils n'ont aucune idée c'est quoi le français. Ils se demandaient qu'est-ce que je disais. Tu sais, veux pas, tu sais, ils disent pas que les Québécois parlent français. Aux États-Unis, ils voient le Canada, il est juste au-dessus d'eux autres, c'est tout, là. Le Canada, puis ils ne comprennent pas exactement c'est quoi les provinces, puis c'est quoi l'histoire du Québec. Non. Il doit penser que tu vis dans un igloo. C'est sûr, hein? J'arrive à l'école avec mes chiens. Puis... ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, j'ai vraiment été chanceux parce que pour le vrai, en Oklahoma, quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai été chanceux là-dedans, c'est que je suis pas arrivé directement des joueurs, des rangs professionnels. Je suis arrivé aussi en Oklahoma. J'ai eu la chance en Oklahoma d'avoir une équipe, un coach, Lloyd Simmons, qui m'a aidé énormément, probablement à parler en anglais, ça a aidé énormément, mais les joueurs que moi, mes roommates que j'avais Éric Boisjoli qui était là, ça l'aidait un petit peu. Mais tu sais, les autres joueurs aussi, c'était tous des. Tu sais, veux pas, tu es en Oklahoma, je sais pas si c'est bon ou pas bon de dire les rednecks, mais tu sais, t'arrives en Oklahoma, un petit gars de Québec qui parle français, puis eux autres qui m'ont vraiment accueilli à bras ouverts, ils m'ont aidé à parler en anglais, ils m'ont aidé à me faire sentir chez nous parce que veux pas. Tu sais, t'es loin de chez vous, tu t'ennuies, t'es jeune, t'as pas d'amis, t'as rien, là, t'étais vraiment tout nu. En Oklahoma, t'es pas capable de parler, de communiquer, fait que c'est difficile, puis ils m'ont vraiment aidé là-dedans. Fait que, tu sais, c'est des étapes tranquillement, pas vite, que, tu sais, le monde dit, t'arrives des majeurs, des étapes avant d'arriver des majeurs, c'est ça qui me bâtit un petit peu mon caractère. Je pense que c'est ça la grosse différence. Tu sais, c'est le fun d'aller dans la majeure, d'être à Los Angeles, d'avoir le Cy Young, des choses comme ça. Mais la raison pourquoi je le savoure un peu plus, c'est quand j'étais dans les mineurs, quand j'avais la misère à commander de la bouffe, quand je n'étais pas capable de parler à mes teammates, j'avais la misère à m'exprimer avec eux autres. Tu sais, c'est frustrant, mais ça me fait vraiment, quand je regarde mon Cy Young, je regarde mes photos des majeurs, tu sais, ça me fait vraiment savourer un petit peu la façon que je me suis rendu, parce que c'était vraiment pas comme tout le monde, comme tu dis, c'était pas un jeune qui s'est fait dire à 12 ans, j'allais être un choix de première ronde avec. Oui, c'est ça, là, que tout est garanti là, devant lui. Là, non, mais tu sais, tout le monde a leur chemin différent. Moi, mon chemin, il était tout croche un peu, mais tu sais, je me suis rendu là. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun un peu. Mon message pour les jeunes, c'est de toujours persévérer, de ne pas penser qu'à cause que tu es un Québécois, que tu ne joueras pas au baseball ou que tu es un gars de la Californie qui ne jouera pas dans la Ligue nationale au hockey. Tu sais, à cette heure, tu as tellement de chances de te faire voir à cette heure, puis il y a tellement des bons athlètes partout. C'est juste moi, j'ai dit juste de persévérer, puis de garder ton rêve, puis de continuer tout le temps à travailler le plus fort possible. Fait que c'est ça, ton intégration a été plus progressive, fait que c'est ça qui t'a aidé. Puis aussi, c'est ça, tu as vraiment été étape par étape avec les ligues mineures puis tout ça. Fait que c'est très cool. Puis c'est ça, je voulais dire, c'est là, je pense, ton caractère, comme tu dis, a dû faire la différence parce que, tu sais, quand tu es dans. Tu sais, une affaire que je sais, je suis pas vraiment un athlète, là, mais une affaire que je sais, c'est que tout ils jouent dans la tête, là, parce que tout le monde les font leur devoir. Tout le monde travaille fort, tout le monde s'entraîne, tout le monde fait le maximum. Mais où ça se passe entre les deux oreilles, puis les sacrifices, t'es prêt à faire. Fait que, c'est là que j'imagine ton caractère. C'est là la différence. Exactement. Je pense que c'est là les Dodgers, ils ont vraiment. Je ne veux pas dire qu'ils ont tombé en amour avec moi, mais ils ont vu mon caractère, que j'étais un petit peu différent de tout le monde. Je n'arrivais pas justement du gars qui était toujours un prospect. Puis comme tu dis, tu as besoin de caractère, tu as besoin de ton ego. Tu arrives dans l'impro, tu ne fais pas une scène, là, ils donnent 800$ par mois à 20 taxes, faut que tu payes ton loyer, des choses comme ça. Si tu n'arrives pas là, pour te faire choyer. C'est vraiment un grind, c'est dur. Tu as 140 games des mineurs, tu voyages en boss, dans des hôtels qui est vraiment pas le fun. À chaque jour, il faut que tu te battes pour un poste, pour gagner ton poste, parce que tu en as encore, à chaque année, tu en as 100, 150 comptes qui s'en viennent, puis si tu n'es pas bon, mais là, tu vas te faire tasser. C'est vite de même. Fait que tu veux pas, faut que tu t'adaptes, faut que tu sois mentalement, c'est sûr, des fois, c'est dur, parce que moi, ma blessure, c'est ça qui était le plus dur, je pense, c'est ce que je pensais que ma carrière était peut-être finie. Je regarde tout le monde passer avant moi. Ta première blessure, ça a quand même été une grosse blessure là, au ligament, grosse opération, puis tu as même pensé prendre ta retraite direct là? Ben ouais, écoute, tu veux pas, c'est quasiment, c'est plate à dire, là, moi, pour mes enfants, puis le monde comme moi, les jeunes que, mettons, je parle de baseball, je leur dis, envoyer un plan B, moi, j'avais pas de plan B, là,
Je suis allé à l'école, au high school, je suis allé à un junior college un an, puis après ça, si je ne joue pas au baseball, je pense que j'aurais un plan B, j'aurais lâché le baseball. Tu sais, c'est difficile, là, c'est 2 ans de réhabilitation. Tu n'as aucune idée. Tu vois tout le monde que tu étais avec dans la même équipe, là, sont rendus dans le 2A, dans le 3A. C'est sûr qu'il y en a qui se font mettre dehors aussi. Tu sais, j'ai été chanceux parce que j'ai été blessé, mais j'ai quand même eu la chance de. Ils ont quand même investi un petit peu en moi par rapport à ça. Fait que veux pas, c'est difficile, tu penses de lâcher, tu sais pas exactement dans quoi tu t'embarques, tu n'as aucune idée, comme je dis encore, c'est l'ignorance, des fois, c'est ignorance is bliss, des fois un peu. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé un petit peu. J'avais pas l'argent pour lâcher non plus, j'avais pas de plan B, fait que tu veux pas. T'avais pas le choix de lâcher. J'avais pas vraiment le choix. J'avais 350 pièces par semaine, 400 pièces par mois, fait que tu sais, je dis, gars, là, je vais faire ma réhabilitation, on va voir comment ça va aller, je me fais quand même payer, fait que tu sais, veux pas, je vais essayer de garder ça le plus longtemps possible. Puis quand je suis revenu, tu sais, c'était difficile pendant 1 an et demi, 18 mois environ. C'était difficile, mais quand je suis revenu, écoute, j'ai eu une bonne assistance des Dodgers. Ils m'ont vraiment entouré comme du monde par rapport au medical staff, par rapport au support, que ce soit les trainers, que ce soit les coachs, des choses comme ça. Puis j'étais revenu fort, j'ai eu une bonne année après ça. Je n'étais pas encore à 100% en forme parce que ça fait quasiment 24 mois là, pour revenir à ça. Puis après ça, j'ai eu une bonne année encore. Fait que tu veux pas, j'ai été chanceux, oui, mais j'ai quand même progressé quand même bien. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, j'ai monté du A. J'ai fait le A fort. Après ça, j'étais allé dans le A faible. Après ça, dans le A fort qui est à Vero Beach, en Floride. J'ai monté dans le 2A. J'ai eu une très, très bonne année dans le 2A. C'est là, je pense, j'ai quasiment gagné la triple couronne dans le 2A. En tant que lanceur. C'est quelque chose, j'ai toujours eu la chance, ils m'ont toujours donné la chance, mais veux pas, il faut que tu performes, comme on disait, mentalement, tu vois les jeunes, des fois, souvent, que tu vois tu arrives dans le 2A, dans le 3A, puis là, tu fais descendre, monter. Moi, j'étais dans le 3A pendant environ 6 mois de ma carrière, mais j'ai été descendu environ 5, 6, 7, 8 fois. Puis à chaque fois que tu descends, il monte quelqu'un d'autre, là, que tu dis, ah, mon Dieu, là, il a pris mon spot. À chaque fois, tu te poses la même question, tu te dis, voyons, là, j'ai-tu fucké ma chance? J'ai-tu la dernière chance que je vais avoir ici des majeurs? À chaque fois, tu dis, ah, mais là, il te rappelle, tu dis, ah, là, c'est la chance encore de ma vie. Tu sais, il te redescendre. Fait que là, tu sais, veux pas, tu essaies d'être mentalement, faut que tu regardes plus loin un petit peu, faut que tu regardes intérieurement, tu te dis pourquoi qu'ils me descendent, j'ai-tu besoin, c'est quoi j'ai besoin de m'améliorer, c'est quoi les facettes de mon jeu qui est bon, qui est pas bon, c'est où que j'ai besoin de m'améliorer pour rester là. Fait que tu sais, veux pas, faut que tu te regardes en toi-même, faut pas d'ego, faut vraiment que tu forces, faut que tu crois en toi-même. Moi, souvent, je le dis, c'est comment you gotta be, en anglais, je vais le dire en anglais, parce que c'est plus facile, you gotta be a really good liar and a fucking idiot. Oh, ouais. You gotta be a really good liar to lie to yourself and a freaking idiot to believe in your own lies. Ouais. C'est comme ça un peu moi que je me suis senti. Je savais que j'avais un bon talent, mais tu ne sais pas exactement. Tu vois du monde qui arrive là et qui lance à 100 000 à l'heure. Moi, j'ai de la misère à lancer 95, 96 parce que mon bras est quasiment cassé. Fait que c'est dur, mais comme tu dis, c'est caractère. Je pense que j'ai été chanceux en tant que Québécois. Ma famille, ma mère, mon père, mon frère, tous mes amis alentours, c'est ça qui a créé, je pense, mon caractère. Puis, à tous les jours, je me demande comment je me suis rendu. Quand je suis en Arizona, là, je suis chanceux. J'ai eu la chance d'être capable d'être en retraite en Arizona à l'âge que j'ai, au soleil. Tout ce que j'ai été chanceux, c'est toute ma famille comme ça. Je dois tout à eux autres. Fait que, oui, c'est du caractère, mais c'est de la persévérance. Puis, c'est qui tu t'entoures, c'est qui tes amis, c'est qui ta famille. Puis, je pense que c'est ça un petit peu qui m'a monté à chaque étape. Ce qui m'a aidé, c'est vraiment mon caractère et mes amis en entour aussi. Parce que veux pas, il y a du monde qui sont meilleurs que toi. Là. Ben ouais, puis si j'imagine, c'est là que c'est important d'avoir cette maturité-là, justement, pour être capable de te regarder dans le miroir, puis de pas blâmer les autres aussi, tu sais, parce que c'est ça au hockey, on le voit souvent, tu sais, avec le Canadien en ce moment, reconstruction, t'en as qui montent, qui descendent du Rocket au CH, puis ça, tu sais, je pense que c'est un peu la même affaire que ce que toi tu vivais, là, tu sais, de monter, de descendre de même, mais faut que tu restes fort, faut que tu restes... faut que tu y crois. Tu y crois, puis il faut que tu sois capable de regarder dans le miroir pour travailler, parce qu'on a tous besoin de s'améliorer. Là, on n'est jamais, on sera jamais à 100% tout le temps. On peut tout le temps trouver de quoi améliorer, j'imagine. Je pense que c'est ça qui m'a aidé énormément. Je me regardais toujours dans le miroir beaucoup. J'ai vraiment une grosse critique personnelle aussi. C'est pas toujours bon non plus, mais j'ai toujours regardé. Je me suis dit, quand je me suis fait descendre, je me rappelle, j'étais avec Jim Tracy dans son
dans son office, il m'a descendu, il dit, est-ce que Eric, on va descendre, on pense que tu as besoin de ça. Les gars, inquiète pas, je vais m'arranger, je vais revenir, c'est sûr à 100% je vais revenir. Tu sais, je pense, l'attitude que moi j'avais de L'attitude, ouais. pas les blâmer, de prendre, tu sais, moi je savais, tu sais, je suis pas fou, là, je le voyais que je performais pas énormément comme eux autres, ils avaient besoin. Des majeurs, il faut que tu performes. Fait que veux pas, j'ai toujours pensé d'essayer de m'améliorer, que ce soit personnellement, que ce soit mentalement, que ce soit sur le terrain, à l'extérieur du terrain en tant que leader, en tant que teammate. Tu essaies tout le temps de t'améliorer quelque part. Puis je pense que c'est ça je pense que c'est ça mon caractère le plus positif. C'est vraiment, je me mets toujours à mon caractère. Je pense que c'est être capable de m'adapter, puis être capable de me regarder dans le miroir, puis essayer de m'améliorer à chaque jour. Mm-hmm. Puis c'est quoi la différence justement entre les ligues mineures et les ligues majeures? Tu sais, quand tu joues, là, quand tu le vis, là. Écoute, le calibre, je pense, c'est la même chose. C'est juste les erreurs mentales. Comme tu dis, on parle un peu du mental, de caractère, des choses comme ça. Il n'y a pas d'erreur. Les joueurs des majeurs, que ce soit les lanciers, ils lancent plus de prises, que ce soit les rappeurs, tout est plus poli parfaitement. Tu vois, polish, on dit, pas poli, mais polish. C'est vraiment les erreurs sont minimes. Le talent est pareil. Il faut dire de quoi, il y a même du monde dans le 2A ou dans le A, dans le 2A qui ont beaucoup plus de talent qu'un gars des majeurs. Mais le gars des majeurs, il sait exactement quelle sorte de joueur il est. Au hockey, exemple, il ne commencera pas un gars qui est grand, robuste, s'il pense à la théorie des buts à chaque fois, puis sa job, son coach ou sa équipe a besoin de faire de l'espace à son joueur, puis il continue d'essayer de scorer des buts, mais c'est pas réaliste non plus. Mm-hmm. C'est ça que j'ai essayé de faire un petit peu, de m'adapter, être capable de m'adapter à ce que l'équipe a besoin, puis en tant que personnellement, être capable de m'adapter en tant que joueur à ce que j'ai besoin de faire pour rendre les majeurs et rester les majeurs. Mm. Puis quand tu as commencé, maintenant, à comprendre, là, oh, je commence à être de shit, là, j'imagine quand ils t'ont gardé, les Dodgers, j'imagine que ça a dû être pas mal là. Tu as commencé à... Non, j'étais partant. Au début, j'étais un lanceur partant. Fait que, tu sais, veux pas. Oui, quand tu te fais call-up, la première fois, je me suis fait monter des majeurs, c'est le mois de septembre. Fait que j'étais là juste un mois. Fait que j'ai eu du bon succès. Je me dis, waouh, c'est facile, c'est des majeurs, là. J'arrive là, 2 victoires, aucune défaite. Moi, on n'a pas mérité de 1,2, je pense, en 3 ou 4 sorties. Moi, dans ma tête, j'arrivais là l'année prochaine, j'avais mon poste dans l'équipe. J'étais partant, genre 3e ou 4e partant. J'étais arrivé là. Ça n'a pas bien été au camp d'entraînement. En plus, on commençait la première semaine, on s'en allait à Montréal. Fait que, ça a donné un petit peu. Les Dodgers, ils voyaient que je n'étais peut-être pas prête mentalement, puis ils me donnaient encore plus de pression. Arrivé à Montréal avec toute ma famille, des choses comme ça. Fait qu'ils m'ont descendu dans le 3A en partant. Fait que la première semaine et demie, je pensais d'être des majeurs encore, ils me descendent. Je ne veux pas turn down, mais je suis arrivé là, j'ai resté positif. Une semaine et demie après, ou 2 semaines, je pense qu'ils m'ont rappelé encore. Fait que j'ai manqué Montréal, mais je suis arrivé là. Fait que, j'ai continué à travailler fort. C'est sûr que c'est pas facile, par exemple, de rester positif. Mais c'est quand tu y crois. Moi, j'ai commencé à y croire quand j'étais closer. Parce que veux pas, pendant les 3 premières années en tant que partant, je descendais, je montais, je descendais, je montais. Puis en tant que closer, quand Jim Tracy et Dave Wallace, ils m'ont dit que ça serait peut-être le fun qu'ils soient un releveur. Je pense que c'est là que j'ai commencé à savoir que j'étais vraiment un bon releveur, un bon lanceur. Puis j'avais ma place des majeurs. Pas juste ma place là, puis j'étais capable de dominer les majeurs. En tant que releveur, je pense. Là, j'imagine, là, à ce moment-là, tu as été capable de t'implanter, d'être terre à terre, de faire bon, j'ai ma place. Maintenant, mais c'est sûr, quand tu l'as ta place, est-ce qu'il y a tout le temps quand même le sentiment de pression il n'y a rien d'acquis? Ça change. Ouais. Non, mais ça change énormément. Je pense que c'est ça. Tu vois, les jeunes qui arrivent des majeurs, c'est beaucoup d'insécurité. Ouais. Je pense que c'est ça. Il faut tout le temps que mettons, tu vois un jeune, mettons au hockey, un bon joueur de jeune de hockey qui a toujours été bon et toujours dominé, ou un joueur de baseball qui, toute sa vie, c'était toujours le meilleur joueur partout qui est arrivé. Mais il arrive des majeurs, puis il a de la misère un peu, il n'y a pas de succès comme il y avait dans le temps. C'est là, tu vois le caractère que tu parlais, c'est là que tu vas le voir. Tu vois un gars qui est capable de dire, gars, à chaque fois, il est capable de se relever à chaque fois. Mais ça, c'est un gars que tu peux le mettre dans you can put him dans the line of fire. Tu peux le mettre là, puis tu sais que même s'il y a de la misère, mais il va revenir quand même très fort. Fait que, je pense que c'est ça la différence un peu. C'est dur pour les jeunes de savoir exactement comment ça va aller, mais moi, j'ai eu de la misère, ça a bien été, ça m'a moins bien été, mais j'ai toujours été le même dans ma carrière au complet. Fait que,
c'est sûr que c'est dur les défaites t'es majeures parce que tu veux pas, t'es sur le world stage, puis tout le monde te regarde, puis tu veux pas, t'as de la misère un peu, mais je pense que c'est ça le plus important. Moi, en tant que vétéran, c'est ça que j'essaie de faire sentir aux jeunes, de faire sentir que, hey, you're good enough, t'es correct, t'es bon, t'es ici, là. Personnellement, il faut que tu y crois. Mais c'est ça qui est le plus dur, je pense. Quand tu y crois, moi, ça m'a pris quasiment 4 ans à y croire, là, avoir beaucoup de succès, puis beaucoup de défaites. Ça m'a pris quasiment 4 ans de savoir que j'étais un majeur. Mais comme si tu demandais, c'est plus facile après? Oui, parce que tu n'as pas le doute. Premièrement, tu as de l'argent. C'est correct financièrement tu as beaucoup plus de sécurité. Ouais. Puis le fait d'y croire que tu es capable de dire ah, je suis encore mieux que tout le monde. Tu sais, veux pas, c'est tranquillement pas vite, c'est fait de boule de neige. Ta confiance a grandi de plus en plus. Fait que, tu sais, ça change énormément. Tu sais, c'est toujours plus facile d'avoir le confort de savoir que même si tu as un mauvais départ, tu ne feras pas descendre des mineurs. Tu ne recommenceras pas à faire tu fais 300-400 000 des majeurs, tu arrives des mineurs, tu fais 35 000. Tu sais, c'est ça qui est difficile un peu. Fait qu'au moins, veux pas, quand tu es établi, moi, quand je me suis établi, c'est ça. Quand tu me demandais c'est quoi que je pensais que j'étais vraiment bon joueur de majeur, c'est là. Quand j'ai commencé à dire que je suis bon, j'ai quand même un petit peu d'argent, j'ai prouvé à moi que j'étais capable de passer par les hauts et les bas. Je pense que c'est là que j'ai compris que j'étais assez bon à me rendre là, mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. En 2002, c'est-tu cette époque-là que tu parles, que là, tu es implanté, là, parce que, tu sais, là, c'est là que tu fais tes records, là, tu sais, 84 sauvetages, puis, Mm-hmm. tu sais, puis En 2002, en 2002, c'est là que j'ai dit, gars, t'es vraiment un bon lanceur. T'es ouais, capable de faire ça. J'ai tombé dans mon rôle de closer. Ça fitait ma personnalité. J'étais pas obligé de faker rien. Ça arrivait tout à la bien. C'était facile pour moi. Pas facile, mais c'était free. naturel. Ouais. Exactement. J'arrivais sur le monticule, j'adorais être sa pression, j'adorais la façon que j'étais capable de lancer pour 4 retraits. L'effort que j'avais, c'était comme un joueur de hockey qui arrive là pour 30 secondes, 45 secondes, qui donne tout ce qu'il peut donner pendant un chiffre. C'est ce même que je le sentais un peu. Puis, tu sais, je veux tout a cliqué, que ce soit la confiance, que ce soit le stuff, que ce soit tout au complet, tout a cliqué en 2002, 2003, 2004. On l'a vu, tu sais, on voit les résultats en 2002, 3, 4, mais ça, c'est arrivé avant, là, les mineurs, c'est arrivé en 99, en 2000, les blessures, les choses comme ça. Pourquoi que je suis capable d'y croire en ce que j'ai fait en 2002, 3, 4? Tu sais, ça a pris un long processus à comprendre, à croire en moi-même, mais quand je suis arrivé là en 2002, j'ai eu 2, 3, 4 bons saves, j'étais là, wow, je suis capable de faire ça, ça va bien. Tu sais, j'avais pas d'effort. En tant que partant, j'essayais d'être une personne que j'étais pas moi personnellement. J'essayais d'être un Kevin Brown ou j'essayais d'être un Greg Maddox. C'était pas moi personnellement. Fait en tant que closer, je me suis reconnu en tant que personne. Je pense que ça fitait ma personnalité parfaite. Le rôle que j'avais dans l'équipe, c'était comme moi. Puis c'est pour ça, je pense, c'est pour ça que j'ai eu vraiment des bonnes saisons. Puis c'est là que tu as commencé à devenir vraiment intimidant, là. C'est là que C'est ça la a confiance. commencé. C'est juste la confiance sur mon ticule. Tu le sens en tant que frappeur, en tant que lanceur. Quand le lanceur a une crainte en tant que frappeur, tu le sens. C'est comme quand tu arrives dans l'eau, la fear, les chiens sentent la fear. Là. Ouais. C'est la même chose. Comme en tant que lanceur partant, moi, je le sentais que ça changeait de bord. Là, je savais que moi, je lançais. Je n'étais pas dominant, j'avais un petit peu de doute. Mais quand j'étais dominant, on dirait que j'étais plus grand, j'étais plus gros, j'étais plus agressif. Puis je voyais la différence en tant que les frappeurs. Puis c'est la même chose aussi, veux pas, quand tu as la confiance, on dirait que les frappeurs le sentent ou les lanceurs le sentent que l'autre, il y a un petit peu un doute. Je pense que c'est ça, moi, la persona qui appelle, que je suis pas un gars agressif pantoute quand je suis pas sur le monticule. Je suis un gars qui est super nice, mais quand j'arrivais sur le monticule, en tant que joueur de hockey, en tant qu'un gars qui lance en intérieur énormément, puis j'étais agressif, le monde disait « Wow, c'est vrai qu'il est fou, il ne sait pas ce qu'il fait pantoute. » Il y avait toujours un doute. J'étais capable d'implanter un doute sur le frappeur, fait que je pense que c'est ça qui m'a avantagé énormément. Ah ouais, tu y rentrais dans la tête. Ouais, avec les lunettes en plus, je pense que ça l'a aidé. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, quand il y a des records de même, tu sais, les 84 sauvetages, tu sais, ça, là, est-ce que c'est une motivation de plus? Est-ce que c'est une distraction? Est-ce que c'est une pression de plus? Tu sais, comment que tu... Ça, c'est la question que tout le monde me pose, puis je le sentais pas. Parce que pour moi, j'arrivais... Tu sais, moi, c'était pas un record personnel, c'était vraiment... On avait 8, 9, 7 plus manches qu'on avait travaillé fort, mon équipe avait travaillé fort, puis j'avais 3 retraits à retirer pour pas fucker le chien. Là. Être sûr que, gars, là, ils ont tout travaillé en avant de moi, j'ai juste besoin de 3 retraits, c'est pas compliqué, là. C'est à ça que tu penses, là. C'est juste ça que je pensais. Je pensais pas que ça fait 84 en ligne, qu'Éric Gagné, ça a bien été. Tu sais, je pensais, ça fait à chaque fois que mon équipe a une avance, ma manche, je veux pas fourrer le chien.
Parce que c'est dur à dire. Là, je veux pas fucker tout. Je veux être capable de préserver une victoire. Fait que moi, c'était plus la façon que je pensais. C'était pas vraiment, faut que j'aille des retraits. C'était juste de préserver la victoire que mon équipe était capable d'avoir l'avantage pendant 7-8 manches. Là, tu sais, 2003, tu gagnes un Cy Young. Tu sais, ça a l'air que c'est le trophée le plus dur à gagner. Ça, comment tu as pris ça, toi, de gagner ce trophée-là? C'était bizarre parce que moi, j'ai toujours pensé qu'un releveur, un closer, il y aurait plus de chances de gagner un MVP qu'un Cy Young. Parce que j'ai toujours pensé en tant que partant, un releveur, moi, je me pensais comme un joueur de position. C'est plus ça que je me sentais, genre. C'est sûr que c'est bizarre. C'est un gars de Mascouche qui gagne le Cy Young, qui arrive à Los Angeles, c'est complètement fou. Là. Il y en a, je pense qu'on est 2 Canadiens. Puis ça, c'était bizarre. Je ne comprenais pas exactement c'est quoi l'ampleur. Là, je le vois. Je ne connaissais pas exactement l'histoire non plus de Cy Young. L'année passée, j'ai eu la chance d'aller où est-ce que Cy Young est né, où est-ce que j'ai vécu. Puis je suis allé sur en français, sur sa tombe. Là, j'ai connu c'était qui Cy Young. Mais quand je lançais, pour moi, je voulais juste être le meilleur à chaque fois. Je n'avais pas vraiment l'impact historique que j'avais fait en tant que releveur de gagner un Cy Young. J'avais pas exactement, je comprenais pas vraiment. Mais c'est vraiment été spécial pour moi quand ils m'ont appelé, ils l'ont annoncé. C'est un gars de Mascouche qui veut jouer au hockey, qui gagne le Cy Young à Los Angeles. Salut! OK, excuse. Bon, ça repartit, là. Ah bon. Non, j'ai décroché, raccroché, parce que je pense que tu avais droppé un peu. Ah, ben, t'as bien fait. Je sais pas qu'est-ce que t'as fait, mais ça a marché. OK. c'est parfait, mon gars. Mais excuse-moi, merci. Non, rien. Fait que, ouais, c'est ça. Je te parlais de ton Cy Young, justement. Tu parlais de ça, puis comment c'est ça, comment tu l'avais pris, toi, finalement, ça? Est-ce que, finalement, ça t'a donné une pression de plus pour les années suivantes après, ou la compétition est envers toi, il faut que tu t'en calisses un peu? Non, mais qu'est-ce qui était bizarre, j'ai tombé un petit peu j'ai eu tu sais, je veux pas, là, j'ai pas tombé en dépression, mais j'ai eu quand même peur un peu. Tu sais, scared of heights. Tu sais, j'ai jamais pensé, moi, en tant que joueur de hockey, puis en tant que Québécois, puis des choses comme ça, j'ai jamais pensé de me rendre majeur. Puis là, veux pas, je me suis rendu majeur, j'ai accompli tout ça. Puis là, tu arrives là, tu es rendu au top of the world, top of the mountain. Fait, moi, j'ai un petit peu de la misère à savoir c'est quoi après, qu'est-ce que j'avais besoin de faire pour répéter ce que j'ai fait. Puis veux pas, tu sais, j'ai lancé énormément, j'ai eu beaucoup de manches. Fait que, tu sais, je me suis mis un petit peu plus de pression, mais tu sais, j'ai pas pensé comme ça. J'ai juste pensé un petit peu de continuer à m'améliorer. C'est sûr que j'avais peur par rapport à, OK, là, je suis pas peur, mais j'avais des attentes personnelles. J'avais des attentes par rapport à mon équipe. Puis mon équipe avait beaucoup d'attentes par rapport à moi, puis mes fans aussi. Fait que, tu sais, je veux pas. S'ils pensent, ça fait peur un peu, mais je pense que l'année d'après, tu arrives sur le monticule, tu essaies de faire ta job le mieux que tu peux. Puis c'est la façon que j'ai toujours pensé sur le monticule, c'est lance des prises, get out, and make sure you enjoy it. OK. Fait que même si ça a amené une certaine pression, as-tu quand même réussi à garder, à garder le focus quand même? Oui, écoute, je pense que la pression, ça vient avec la job. Veux pas, c'est sûr, tu essaies de te dire. Quand tu es à l'extérieur du terrain, moi, c'est ça. Quand je suis à l'extérieur du terrain, c'est là que je suis plus perdu un peu. Quand j'arrivais sur le monticule, quand j'arrivais dans mon office, qui appelle, c'est mon monticule à 75 pouces, puis j'étais un petit peu élevé, ça changeait complètement. Tu sais, on dirait que le bouton, là, le button turn on dans ma tête, c'est OK, get out. Juste lancer des prises, get out, puis on dirait que c'est comme un fight or flight mode un peu, puis j'arrivais sur mon monticule, puis je pensais pas à ça. Je pensais vraiment juste à lancer des prises, à me concentrer la balle, lancer juste dans le mythe, des choses comme ça. Tu sais, c'est bizarre, là, mais quand j'arrivais d'une situation stressante comme ça, on dirait que tout devenait plus clair, tout devenait plus simple. Puis je pense que c'est ça, je me suis toujours concentré. Je pense que c'était un petit peu la raison pour laquelle j'ai eu du succès en tant que releveur, c'est que j'arrivais sur mon monticule, j'étais capable de focuser vraiment sur la job, puis vraiment sur chaque lancé, puis recommencer à chaque lancé à me concentrer.
Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment senti de pression, non. Oui, tu as de la pression à l'extérieur du terrain parce que tu as des attentes, faut que tu fasses des interviews. C'est des choses que moi, j'aime pas faire. J'aime pas parler au monde. Je suis un gars qui est pas vraiment super social. Fait que, tu sais, c'est des choses que, tu sais, moi, j'ai jamais aimé exactement parler aux médias, mais tu sais, je savais que ça fait partie de la job. Fait que, veux pas, quand tu gagnes le Cy Young, il y a beaucoup d'autres attentes, que ce soit des interviews, que ce soit des attentes personnelles. Mais c'est la seule raison, je pense, que c'était un petit peu plus difficile par rapport à, tu sais, moi, j'allais m'entraîner, j'avais une routine que je faisais tout le temps, mais là, tu as d'autres choses un petit peu, tu as des attentes différentes. Fait que c'est ça un petit peu la différence, mais ça m'a pas, je pense pas que ça m'a affecté énormément. Ben, merci de m'accorder du temps, sachant que t'aimes pas trop faire des entrevues. Ça, c'est un bon format. Ça, c'est le fun de parler comme ça. C'est juste, OK. après les games, des choses comme ça fait plaisir. OK, cool. Moi, je me disais, tu sais, parce que, tu sais, j'imagine que ça doit être motivant aussi avec les entrées qu'ils vous font, là, au baseball, le game over, là, tu sais, c'est quasiment une entrée de lutte, là, fait que, avec la musique puis tout ça, ça doit te craquer, ça, j'imagine, le temps que tu te rendes à ton Montibule. Le monde, souvent, me demande comment tu te sentais quand tu arrivais sur le monticule. Tu sais, c'était quoi? Je peux pas l'expliquer. Qu'est-ce que je veux dire? C'est comme, mettons, la meilleure drogue au monde, là. Si tu fais injecter de ça, puis les fans, tu as l'adrénaline dans ta vie, c'est vraiment le meilleur feeling au monde parce que tu es stressé, tu as la game, tu sais que le monde te regarde. Fait que, tu sais, pour moi, c'était vraiment quelque chose de le plus beau feeling au monde. C'est quand les fans se levaient, quand j'embarquais sur le monticule à Los Angeles. C'était vraiment incroyable. J'étais nerveux, j'avais peur. À chaque fois que j'embarquais sur mon monticule, j'avais peur. Mais tu sais, on dirait ça me calmait un peu. Puis l'adrénaline que tu as, le feeling d'avoir 60 000 personnes qui te lèvent émotionnellement, qui font un job à faire pour eux autres, c'est vraiment spécial. Puis c'est dur à expliquer. Comme tu disais, le Game Over, tu sais, la musique de Guns N' Roses, c'est incroyable. Tu sais, ça fait la patate. Moi, je pense à tout, j'ai encore des frissons. Tu sais, Ah ouais. tu sais, tu peux pas répliquer ça, je peux pas. J'aimerais ça tellement que le monde puisse se sentir comme je me suis senti faire ça. Juste une fois, là, c'est vraiment incroyable de savoir que tous les fans sont en arrière de toi, savoir que c'est important à chaque lancer. Tu peux, tu peux, tu peux ruiner, tu peux ruiner la prochaine journée de tous les fans avec un mauvais lancer. Fait que, tu sais, c'est le fun, c'est le meilleur feeling au monde. Ça fait peur, mais c'est le meilleur feeling au monde. Tu sais, c'est comme tu es là, voyons, là, j'ai tellement de. Si tu y penses, si tu y penses à tout le monde qui te regarde, puis tu sais, tu peux les avoir une mauvaise journée à cause de ça. Tu sais, c'est difficile, mais c'est le fun. C'est le plus beau feeling pour moi. Parce que quand tu accomplis quelque chose de même, puis le monde qui met la toune à la fin qui est, je pense, je me rappelle plus c'est quoi la toune avait. Je sais exactement c'est quoi, là, mais après que tu as gagné, puis tout le monde est heureux, puis souvent, happy flight, tout le monde est heureux d'embarquer, tu sais, après la game, je pense que c'est ça le plus beau feeling au monde. Là, il faut que je te parle de Barry Bonds. C'est sûr qu'à chaque fois que tu dois avoir une entrevue, il doit te parler de ça, là, parce que qu'est-ce que j'ai compris, c'était les deux meilleurs qui s'affrontent, tu sais, au pic dans leur prime de carrière, là, tu sais, là, fait que c'était comment ça, cet affrontement-là? Comment tu voyais ça, toi? Ça a commencé au Japon parce qu'on est allé d'un All-Star, un All-Star Tour au Japon qui avait tous les meilleurs gars des majeurs. Je pense que c'est 25 joueurs des majeurs. On jouait contre les Japonais, les Matsui dans le temps. Puis c'était pour le fun. Tu sais, c'est vraiment pour montrer le sport aux Japonais, des choses comme ça. Tu sais. C'est vraiment des bons joueurs. Fait qu'on est arrivé là-bas. Puis Barry Bonds, je pense Barry Bonds, Giambi, puis une autre personne qui se parlait alentour de leur locker. Puis Barry, il chialait tout le temps que personne ne l'affrontait. Puis tout le monde avait peur de l'affronter. Puis il disait, il haït les lanceurs. Il haït les lanceurs, c'est incroyable. Puis là, je passe en arrière, je les entends parler. Tu sais, je vois, il me dit, toi, gagner, tu vas-tu m'affronter à un moment donné si t'as la chance? Oui, je vais t'affronter, mais tu sais, je suis pas cave, là. J'arriverai pas là. Je suis pas un égomaniac. Fait que je dis, si, mettons, 3 points en avance, puis je sais que ça ne mettra pas l'équipe en, exactement. Je ne risquerai pas la victoire à cause de moi. Je veux juste t'affronter, mais je vais t'affronter. Pour ton ego, là, tu sais. Exactement. Fait que genre 1 an et demi après, mais le deal qu'on avait, je n'avais pas le droit de lancer un changement de vitesse. Mais je ne me rappelle plus exactement la conversation. Mais moi, je sais que je n'avais pas de changement de vitesse. Je pouvais lancer un off-speed. Fait que là, je pense que c'est 1 an et demi après. Barry Bonds, je pense que c'est 3 victoires. Je pense qu'on était 4-1 ou 3-0. On avait 3 points d'avance. Barry Bonds il est là, il arrive, il me regarde, mais je n'étais pas sûr si il se rappelait de la conversation qu'on avait eue ou pas. Fait que, tu sais, j'avais un petit peu, oui, je vais t'affronter,
mais je ne suis pas sûr à 100% si on comprend ce qui se passe. Tu sais. Fait que là, il me regarde, je le regarde, mais on a toujours un bon respect. J'ai tout le temps un respect pour lui parce que le genre de joueur, puis la façon qu'il travaille, puis il est incroyable. Fait que là, il me regarde, on arrive là. Premier lancer, une rapide je pense que c'est une rapide à l'intérieur, une prise qui est revenue sur le coin intérieur. Là, je me dis, OK, c'est bon, ça va bien. Deuxième lancé, je pense que c'est une rapide en plein milieu, fausse balle, 0 balle, 2 prises. Puis, le troisième lancé, c'est une curve. 3 balles, 0 balle, 2 prises, une curve qui a manqué peut-être de 1,5 pouce, 2 pouces. Puis après ça, il me regarde. Mais là, tu vois qu'après la curve, il me regarde. Tu vois, c'est quoi ça? Je pense qu'on avait un deal d'aucun breaking ball, en tout cas. Fait que là, je regarde, je dis, OK, d'abord, on n'a pas le choix, là, je vais t'affronter, juste des fastballs. Fait que là, mon catcher, il commence à coller des changements de vitesse, puis à chaque fois, je dis non, 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 non. Là, il doit se demander qu'est-ce qu'il veut gagner, c'est quoi le problème. Juste une fastball. Fait que là, je pense que c'est là que, quand j'ai lancé ma fastball, j'ai lancé une fastball à l'intérieur, il a reviré de bord, je pense qu'il a frappé la balle à 550 pieds, fausse balle en McCovey Cove. Je dis, wow, j'ai jamais vu une personne de tourner sur une balle aussi forte sur son genou quasiment, puis quasiment la garder fair ball. Sur le prochain lancer, j'ai lancé une balle intérieure, j'essaie de le retirer un petit peu, il me regarde. Puis là, je dis, OK, let's go. Un autre fastball, puis il a fait un fastball, c'était un dead center field, il a frappé un home run. Puis c'est le meilleur at-bat que moi j'ai eu parce que, comme tu disais, moi j'étais au pic de ma carrière. Puis le meilleur, moi, c'est pas dans ma tête, c'est le meilleur frappeur de tous les temps, c'est Barry Bonds. On parle de Tanny qui est peut-être le meilleur joueur de baseball, mais Barry Bonds, c'est le joueur qui a fait le plus d'impact par rapport que on avait peur de lui. On le voyait, on le savait. La façon qu'on lançait, 2, 3 frappeurs avant, ça changeait tout au complet quand Barry était en arrière, tout dépendant du nombre de points qu'on avait. On essayait tout le temps de ne pas l'affronter. J'ai jamais vu un frappeur avoir autant d'impact sur un line-up que Barry Bonds. Écoute, si tu regardes les statistiques, il y a eu, je pense, 225 buts sur balle. Il a frappé 73 home runs à San Francisco. La balle, c'est vraiment dur. Le parc est énorme. La température, il fait froid. Tu sais, tu regardes ça, tu le mets, je pense, à Boston, n'importe où, il y aurait peut-être 95 circuits. Puis on l'a ballé 250 fois quasiment dans l'année. Fait que, pour moi, avoir l'honneur d'être sur le monticule, ce petit monticule, d'affronter le meilleur frappeur au monde, puis de dire qu'on avait un bet, pas un bet d'argent, mais on avait un entente, que j'allais l'affronter. Puis il m'a regardé, puis après qu'il a frappé le home run, il m'a regardé, je l'ai vu courir d'habitude, tu vois comment il était un peu cocky, il fait bat flip. Il n'a pas fait de bat flip. Il a mis son bâton en terre, il m'a regardé, il a fait ça. Il a couru le plus vite, pas plus vite, là, je dirais pas qu'il a couru vite, mais il a pas fait son pimp run qu'il faisait d'habitude. Il a vraiment couru les buts comme du monde. Tu sais, après la game, j'étais arrivé pas dans la cour, dans le clubhouse, puis à chaque game, à chaque fois que je lançais, je regardais toujours mes lancers. Je regardais tout le temps les frappeurs, je regardais tout le temps mes reprises instantanément, savoir comment je me suis senti, c'est tout ça que j'ai vu, je me sentis comme ça, des choses comme ça. J'arrive là, puis le vidéo guy qui était un de mes meilleurs amis, Casey Deskins, j'arrive là, puis j'avais le gros sourire. Il dit seulement, voyons, pourquoi Eric, il sourit? D'habitude, il a de mauvaise humeur s'il accorde un point. Là. Pour moi, c'était le meilleur temps que j'ai eu sur le monticule, c'était vraiment l'affronter, parce que veux pas. Je ne suis jamais pensé comme un superstar, mais je voyais que j'étais sur le top de ma carrière, au pic de ma carrière, puis d'affronter ce gars-là, c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis j'oublierai jamais ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que lui aussi, je pense qu'il a adoré cette batte-là parce qu'il en a parlé dans son livre. Fait que, c'est quelque chose. Moi, je le respecte énormément en tant que joueur de baseball, puis je pense qu'il me respecte aussi. Fait que c'était vraiment le plus beau moment que j'ai eu au baseball. Ah, ben c'est sûr que ça a dû être vraiment réconfortant de savoir ce respect mutuel-là, si même après des années, il prend la peine de te mentionner ou mentionner ce moment-là dans son livre. Fait que tu sais que ça a été marquant pour lui aussi, tu sais. Oui, mais je pense qu'il me respecte, puis je le respecte. Je pense que c'est ça au baseball. Tu sais, on le sait, on n'est pas fou, on le sait qu'un joueur a un talent incroyable. Puis quand tu mesures à ça, c'est ça que tu veux. Tu es le meilleur joueur au monde dans ta position, tu affrontes quelqu'un d'autre qui est le meilleur au monde. Il n'y a pas mieux que ça au baseball. Il n'y a pas mieux que ça dans le sport. Oui. Puis, est-ce que vous êtes reparlé après ça un peu ou Non, mais on s'est revus genre dans le gym, mais on ne s'est vraiment jamais parlé de ça. C'est ça, j'aimerais ça demander de m'asseoir avec, puis parler vraiment de la savoir comment il se sentait, comment je me sentais. Parce que moi, j'ai mon histoire dans ma tête au Japon. Lui aussi, exactement, on avait un entente, mais je ne me rappelle plus exactement les mots qu'on parlait. J'aurais aimé savoir si on sa avait version.
C'est exactement avoir la même histoire. Tu sais, je me rappelle qu'on avait parlé de ça. Je ne suis pas sûr si c'était GMB qui était là avec ou pas, mais je me rappelle, on a eu la conversation. Je me rappelle plus de la curveball ou le change-up, mais je me suis dit, gars, on s'affronte face à face. Puis j'aimerais ça l'entendre aussi de parler de ça parce que pour moi, c'était le plus beau moment de ma vie. Puis je sais que lui en a parlé souvent. Fait que, il y en a eu beaucoup de beaux moments, lui, par exemple. Est-ce que ça se parlait beaucoup dans les médias, tu sais, genre, oh, ils vont s'affronter, là, peut-être, là, tu sais. Non, mais tu le voyais, je pense que c'est bizarre parce que quand on est arrivé là, justement, cette batte-là, tout le monde, les deux bancs se sont levés. Je ne sais pas si tu regardes sur YouTube, Ouais. là, mais les deux bancs, tous les joueurs étaient debout. Je pense que parce que le monde le sentait un peu. Il voyait que la façon que moi je dominais, puis la façon que lui dominait, le monde voulait le voir, ça. Puis c'est quelque chose de. L'atmosphère qu'il y avait là, même les fans, il y a eu les Dodgers, on a eu les Giants, c'était parfait, là, c'était vraiment le fun, c'était vraiment beau, c'est quelque chose de. Tu regardes les sports, c'est dur de recréer ça. Même si tu voudrais l'écrire, il n'y a pas vraiment de. Tu peux pas vraiment penser que ça va arriver, puis c'est arrivé, c'est quelque chose de vraiment, pour moi, j'ai eu l'honneur de faire partie des Dodgers contre les Giants, une grosse rivalité depuis New York. Moi, d'affronter lui, Bear Bonds, puis qu'on a une entente, c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis je le sentais. Il y avait quelque chose dans le stade qui était différent, puis je l'ai senti. L'énergie était vraiment incroyable. Avoir tout ce respect-là de autant des fans de baseball que des athlètes, tes coéquipiers ou tes adversaires, est-ce que ça a pu te monter un peu à la tête à un moment donné de est-ce que Chris, moi je suis bon, est-ce que, parce que non, mais c'est vrai. J'espère que non. J'ai toujours essayé de rester. J'ai toujours essayé d'être une personne humble. Souvent, je me suis fait dire que je suis trop humble des fois. Ah ouais! Souvent, je me fais dire ça, mais non, non, je pense pas. C'est sûr que des fois, ça te monte à la tête, des fois, mais je pense pas. Je pense que j'ai toujours essayé de traiter le monde. J'ai toujours été de traiter le monde de la façon que moi, j'aimerais me faire traiter. Je pense que quand on peut parler de ma famille, mes amis, des choses comme ça. Je viens de Mascouche. Là, je commence. Je sais exactement d'où ce que je viens. Je sais le chemin que j'ai arrêté passer par là. C'est pour moi de me faire que ma tête soit gonflée à cause du succès que j'ai, ça a été un peu trahir ma famille parce que mon père il a chauffé des bosses, ma mère elle servait des tables. C'est une serveuse, c'est à travers le monde. Je veux pas, c'est du monde terre à terre, c'est des blue collars. Pour moi, j'ai toujours vu, j'ai été chanceux. Je suis une personne vraiment chanceuse de monde, ce que je suis rendu. J'ai jamais travaillé de ma vie, j'ai toujours joué au baseball. J'ai eu la chance de faire ça. Fait que pour moi, j'ai toujours essayé de rester terre à terre le plus possible. C'est sûr, des fois, j'espère que j'ai jamais été une tête enflée, là, mais j'ai toujours essayé de rester terre à terre. Ah, très cool, man. Puis comme, ça ressemble à quoi, là? Je sais pas si ça te dérange d'aller là, mais ça ressemble à quoi être une célébrité à Los Angeles? Ah, c'est bizarre. C'est bizarre parce que il y a tellement de célébrités à Los Angeles. J'ai rencontré Tom Cruise, j'ai rencontré Justin Timberlake, Cameron Diaz. Pour moi, c'est des movie stars. Moi, j'étais un gars. Je me voyais pas comme ça pantoute. C'est bizarre, c'est spécial. Tu arrives dans les restaurants, le monde te reconnaisse. C'est le fun, c'est valorisant. Mais il y a un envers à la médaille aussi. C'est le fun d'être reconnu tout le temps. C'est le fun des avantages que tu as, mais des fois, pour moi, je suis une personne vraiment privée qui aime avoir mon temps tout seul. Fait que tu essaies de balancer ça le plus possible par rapport à ma personnalité qui n'était pas vraiment. J'aime ça faire mes choses tout seul. Mais c'est sûr qu'il y a des avantages. Tu n'attends pas dans les restaurants, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses que tu ne veux pas, tu es chanceux d'avoir. Fait que j'ai essayé de savourer ça. J'ai essayé comme tu disais, de ne pas avoir ma tête qui était trop enflée, d'être capable de rester terre à terre, mais quand même de profiter de ce que j'ai fait parce que je veux pas, tu sais, j'ai travaillé fort pour me rendre ce que je me suis rendu. Il y a des erreurs que j'ai faites dans ma vie. Il y a des choses que j'aimerais changer, mais quand je suis arrivé là, tu sais, j'étais une bonne personne. J'ai essayé de rester une bonne personne. J'ai essayé de vraiment d'être, on appelle ça grateful un peu, de savoir d'où ce que je venais, puis d'être capable de savourer le bon temps que j'ai eu des majeurs à Los Angeles. Surtout à Los Angeles, c'est quelque chose de spécial. Est-ce que tu as des anecdotes? Tu peux nous conter de, mettons, de rencontrer des vedettes ou
Tu sais, des fois, tu rencontres. Ouais, ben, je suis allé d'un bar, je me rappelle plus c'est quoi le nom du bar, mais c'était un bar qui était vraiment populaire. Tu sais, c'est vraiment du monde. C'était juste des. À chaque table que tu arrivais, tu sais, c'est bottle service, ça, c'est vraiment un bon club. C'est des bottle service, mais à chaque bottle, il y avait genre Little John, t'avais Fred Durst, t'avais Jessica Simpson, t'avais Dan Margera, t'avais Eric Gagné qui était là, aucun rapport là-dedans. Fait que, tu sais, c'est des choses à même. Tu sais, t'es là. C'est ça qui est bizarre. Tu sais, t'es là j'étais avec ma femme dans le temps, avec mes amis. Les amis-là, tu dis, voyons, ça n'a pas de sens. Les autres sont là, ils ne comprennent pas. Mais tu sais, j'essaie de leur faire profiter eux autres aussi un petit peu. Fait que moi là-dedans, c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir mes amis qui voient ce que, tu sais, quand tu pars du Québec, tu arrives à Los Angeles, tu vas dans les bars, tu vas Cameron Diaz, tu vois. Tu veux leur faire profiter, là. Exactement. Je pense que j'avais plus de fun de leur faire profiter de ça que moi être là-dedans parce que je parlais pas au monde, j'étais gêné. Il y a des choses que j'aurais aimé ça parler plus, être plus outgoing un peu, de rencontrer du monde un petit peu plus, d'être plus social. Mais mes amis, là, ils ont eu la chance de faire ça. Ah, OK. Fait que t'en faisais profiter à tes chums puis à ta gang. J'essayais. J'essayais le temps de le faire profiter, de le faire descendre à Los Angeles. C'est le fun. C'est sûr que tu arrives là à Los Angeles, tu es tout seul. Tu vois que tes amis en profitent. Pour moi, c'est le fun dans les majeurs. C'était ça un petit peu de faire profiter à ma famille, faire profiter à mes amis. De montrer que je suis chanceux, mais c'est leur faire profiter aussi un peu. Là, tu sais, quand on gagne des gros montants d'argent de même, là, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là au début? Tu essaies d'aider tes amis, tu essaies d'aider ta famille, t'achètes une maison à ta mère, tu essaies tout de ce que. C'est ça qui est le fun. C'est ça, j'arrête justement à m'en parler un petit peu. C'est ça qui est le plus fun de faire un petit peu d'argent parce que tu peux aider le monde alentour de toi qui ont sacrifié tout. Mon père qui se lançait avec moi, ma mère qui se levait les matins pour m'amener aux pratiques de hockey, aux pratiques de baseball. Tous les sacrifices que les autres ils ont fait pour nous autres, je pense que c'est ça qui est le fun. Tu peux racheter une maison, tu peux racheter un auto, tu peux les aider un petit peu là, puis tu peux aider tes amis. Tu sais, je pense que c'est ça qui est le plus fun à faire de l'argent. Tu sais, pour moi, c'est sûr que c'est le fun, on se gâte, là, mais pour moi, le voir, le monde, tu peux leur offrir quelque chose que normalement, ils ne pourraient jamais penser à ça, que ce soit un voyage, que ce soit les aider par rapport à un auto, que ce soit les aider une maison. Tu sais, des choses comme ça que moi, ma mère, toute sa vie, elle aurait payé pour un loyer. Là, je suis capable d'acheter une maison, puis être capable de l'argent qu'elle ne dépense pas sa maison, faire un petit voyage en République, des choses comme ça. Tu sais, c'est toutes des choses pour moi que j'essayais de faire, que ce soit aider ta famille à prendre sa retraite un petit peu plus de bonheur, être capable de profiter de leur famille. C'est ça pour moi qui me rendait heureux. Tu sais, fait que c'est ça qui est le fun d'avoir de l'argent. C'est être capable que le monde alentour de toi en profite, que ce soit un petit break. Pas obligé de donner de l'argent, mais tu sais, un voyage, les faire visiter des choses que normalement, il n'y aura pas la chance de voir ou comme on parlait. Les gâter. Ouais. Exactement, les gâter parce que veux pas, la raison pourquoi je me suis rendu là, tout le monde a un petit peu, ils ont tous aidé à me rendre là. Tu sais, que ce soit ma mère, mon frère, mon père, mes amis, mon meilleur ami, tu sais, tout le monde qui m'ont touché dans ma progression, que ce soit mon coach au high school, que ce soit mon coach à junior college, mon coach des majeurs, ils m'ont tous aidé un petit peu à me rendre jusqu'à ce que je me suis rendu. Fait que pour moi, de faire profiter du monde qui m'ont aidé, c'est ça qui me rend heureux. Un achat stupide de fait, des niaiseries. J'en ai beaucoup d'achats stupides. Ah ouais? Compte-moi ça. Mais l'achat le plus stupide, parce que moi, mettons, je suis quand même très bon à compter, mais j'aime pas compter, mettons. Fait que, tu sais, quand j'ai eu la chance, j'ai gagné Cy Young, puis puis je me suis fait échanger. Non, j'ai signé avec les Rangers, puis on avait une journée de congé, puis mon meilleur ami, qui était mon trainer, j'avais engagé quasiment avec moi pour être sûr que je m'entraînais tous les jours pour m'aider, tu sais, par rapport soit à la nutrition, des choses comme ça. Il m'aidait. Ça, c'est mon meilleur ami. Fait que je le payais pour voyager avec moi. C'était comme mon trainer personnel. Puis lui est allé voir sa femme. On avait une journée de congé. Puis j'avais rien à faire. Fait que je me suis dit, voilà des chars. Je suis allé voir des autos. Je me suis acheté un Aston Martin. Puis un petit set, là. Tu sais, je me suis assis dedans. Je dis, waouh, c'est un beau char. Non, je me suis même pas assis dedans. Je dis, gars, j'aimerais ça que le char soit dans 2 heures qu'il soit au terrain. Fait que j'ai eu le char à 2 heures au terrain. Je me suis fait échanger à Boston. J'ai envoyé mon char des Rangers au Red Sox. J'ai même pas utilisé le char là-bas, peut-être 3-4 km parce que j'étais vraiment à côté du stade. Puis après ça, je suis revenu après la saison, après gagner la Série mondiale. Je l'ai renvoyé en Arizona. Ma femme me regarde, voyons, qui va embarquer là-dedans? Tu ne fites pas là-dedans. Fait que, tu sais, genre, je l'ai utilisé peut-être pendant 300-400 km, puis je l'ai vendu, je me suis acheté une vanne après. Ça, c'est stupide un peu.
Ça, c'est pas vraiment. Tout ça pour finir avec me s'acheter une vanne. Ah ouais. On peut pas échapper au destin, hein? OK, cool. Puis t'as-tu de tes chums, genre des joueurs de baseball que t'as vu qui ont fait des achats stupides ou des. Pas obligé de donner tes noms. On fait tout déjà juste stupide. Ah oui? On fait toutes des niaiseries, on fait toutes des. Mais pour moi, tu sais, c'est. Ah, c'est sûr, regarde, les autos, on achète des autos. Puis quand tu n'en as jamais eu, tu sais, c'est tout cyclical. Si tu en achètes deux, trois autos, puis tu dis, ah, j'en veux un autre, j'en veux un autre. Tu sais, tu y penses pas. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai eu le temps du monde alentour de moi qui m'ont toujours aidé à rester à terre, à me dire c'est quoi la valeur de l'argent, tu sais. Ouais. Je veux pas. C'est le fun quand tu l'as, l'argent, tu peux le dépenser, mais ça dure pas vraiment longtemps. Fait que, tu sais, pour les jeunes, tu sais, écoute, quand tu fais 10, 12, 13, 14, 20 millions par année, tu peux faire des niaiseries. Il y a des choses que tu peux faire, comme j'ai avec mon auto, je peux perdre un 12, 13 000 $ sur l'auto. Ça ne me fera pas trop mal, mais tu ne peux pas en faire trop souvent. Fait que j'en vois souvent qui s'achètent des chars, puis ils payent ils s'achètent une Rolls Royce, c'est là, voyons. Il y en a des erreurs qui se font partout, mais je pense que les joueurs sont rendus pas mal plus intelligents qu'à dans le temps. Parce que si tu veux pas, tu viens de. Moi, je viens d'où ce que je venais, puis j'ai jamais eu plus que quoi. Le plus d'argent que j'ai eu dans mon compte de banque, je pense que c'est 500$ maximum. Là, après Noël, mon père m'avait donné 500-600$. C'est le temps que j'ai eu le plus d'argent dans mon compte de banque. Fait que tu ne veux pas, tu fais des niaiseries, mais tu apprends, tu essaies d'apprendre, tu essaies d'entourer du monde qui vont t'aider à rester structuré un petit peu. Ouais, ben c'est ça, là, tu parles du monde, tu sais, en même temps, j'imagine, il faut que tu te tiennes loin des hosties de rapaces qui peuvent essayer de t'utiliser. Il n'y en a pas tant que ça. Je pense que non? c'est un bon. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai eu la chance que j'ai de bons amis, j'ai du bon monde alentour de moi. J'ai pas vraiment eu de mauvaises expériences par rapport à ça. C'est sûr que tu te fais tirer de chaque bord par des investissements par rapport à ci, à ça, à ci, à ouais, ça. c'est ça. Mais j'ai été chanceux, j'ai pas vraiment eu de personnes alentour de moi qui étaient mauvais pour moi, je pense encore. Pas encore. OK. Bon, ben c'est bon. Moi, tu as su quand même bien t'entourer puis garder le monde. C'est ceux qui sont là pour les bonnes raisons. Là. Ou j'ai été chanceux. Là, ça, tu arrives en 2005, là, mais là, les blessures te rattrapent. C'est là, je pense, que tu as commencé à avoir bien des blessures. Même, je pense que tu disais dans des vidéos qu'à un moment donné, le corps, il a fini par te lâcher. Là, là. Oui, écoute, c'est ça qui est le plus dur au baseball, parce que tu veux pas, tu as la passion, tu sais que tu es capable encore de jouer. Moi, dans ma tête, je suis encore être capable de retirer du monde au bas. On retire du monde en 8 ou 9e manche. C'est l'ego qu'on a, c'est énorme. Puis quand le sport, quand ton corps te lâche, c'est ça qui est le plus dur. Parce que veux pas, tu sais, ça ne suit plus. Ta tête est capable de. Ta tête se dit, gars, je suis capable de lancer, je suis capable d'aller là, continuer à. On a besoin de ça depuis l'âge de 3 ans là, qu'on joue au baseball. Que, tu sais, veux pas, c'est tout ce qu'on a. Là. Tout ce que j'ai appris dans ma vie, c'est sur un terrain de baseball. C'est dans un clubhouse, c'est le respect des autres, des choses comme ça, travailler en équipe. Là, des qualités que j'ai eues en tant que personne, je les ai toutes apprises sur un terrain de baseball ou au hockey. Fait que tu veux pas, quand tu te blesses, quand tu vois la carrière commence que ce soit un genou, une épaule, un coude, n'importe quoi, là, tu commences à te blesser, tu sais, c'est dur, c'est difficile par rapport à ton ego, tu sais pas exactement ce que tu vas faire après, la fin s'en vient, tu n'as aucun plan après, c'est ça qui est un petit peu difficile, fait que ça fait peur. Mais c'est ça, tu sais, veux pas, c'est ça qui est le plus frustrant. Tu veux le faire, mais ton corps ne suit pas. Puis moi, ça a commencé avec mon genou, après ça a été mon genou, après ça, c'était mon dos, ma hanche, mon bras, après ça, je veux pas, ça a depuis 2000. Je pense après, j'ai dansé 82 manches et un tiers pendant 3 ans. Fait que, tu sais, veux pas, j'ai travaillé énormément, tu voyages souvent, tu t'occupes peut-être pas de ton corps comme tu devrais t'occuper tout le temps. Tout le temps, c'est la route, tu manges toujours au restaurant, tu n'as pas vraiment des bonnes habitudes. Fait que, tu sais, c'est ça qui est de valeur. C'est ça qui est dur parce que tu veux toujours être capable de lâcher un sport puis de partir toi-même. Moi, c'est ça qui est de valeur. J'aimerais ça avoir plus de knowledge que j'ai là présentement quand j'étais plus jeune, de dire, gars, prends ta journée de congé, sors pas à soir, mange un bouffe, pense à une dépression, des choses comme ça. J'aimerais aimé ça avoir plus de. Prendre plus soin de toi, là, ouais. Exactement. Une meilleure routine. Oui, parce que c'est dur quand tu dis, gars, on arrête de jouer au baseball, mais le monde, il a fait beaucoup d'argent, mais c'est pas oui, c'est le fun, OK? On ne dira pas que c'est pas. On est chanceux, on peut prendre notre retraite,
le fait t'enlèves le baseball, t'enlèves ma personnalité, c'est du baseball, là. J'ai appris tout au baseball. Fait que là, tu dis, t'arrêtes de jouer. Puis, good luck. Bonne chance dans le monde, j'appelle ça le real world, là. Mais bonne Ouais. chance à te faire valoriser en faisant quelque chose que tu n'as aucune idée. Fait que c'est ça qui est le plus dur, je pense, les blessures, c'est de voir la fin de ta carrière, de voir que tu ne seras plus acclamé, tu n'auras plus de. Ça s'appelle ça les gratifications. Le fait d'arriver sur le monticule, de te faire applaudir, c'est énorme la drogue. Ça fait tellement du bien à une personne. Fait que, c'est la confiance en toi, tu es capable de l'avoir des autres. Fait que quand tu ne l'as plus, ça, le rush de plus être sur le monticule, la difficulté de plus être structuré au baseball, de plus avoir vraiment de but, c'est quoi le but après, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on a de l'argent, mais c'est quoi qu'Éric Gagné va faire sans le baseball? Moi, c'est dans comme ma si tête, tu même moi, étais dévalorisé, genre. dévalorisé, t'as plus de but. C'est pas que t'as plus de but, mais c'est difficile. C'est ça que les jeunes, faut vraiment tu penses dans l'après-carrière, il faut être que ce soit une business, que ce soit un hobby, des choses comme ça, il faut être quelque chose. Fait que c'est ça qui est le plus dur dans les blessures. Tu vois la fin un peu, t'es pas prêt, la game t'enlève de. J'aurais aimé ça être capable de lâcher le baseball, dire OK, là, je suis tanné, là, je suis fatigué, j'en ai assez. Et j'aurais aimé ça, j'ai été chanceux, j'ai une belle carrière. Fait que, je ne peux pas me plaindre, mais il y a beaucoup de choses que j'aurais faites un petit peu différent par rapport à ça. Soit m'occuper de mon corps, être capable de penser plus tard, c'est quoi les options après. Tu penses toujours quand tu es la tête à terre, tu as du succès. Alors, tu ne penses pas dans 15 ans, qu'est-ce que je vais faire? Éric Gagné est assis en Arizona. C'est quoi ma passion? C'est quoi ma prochaine. Tu m'as entendu comme du monde? Oui, oui, oui. C'est quoi mon prochain but? C'est ça qui est le plus dur un peu des blessures. Fait que c'est ça qui m'a fait peur un petit peu. Mais est-ce que c'est quoi, tu es arrivé à ton corps? C'est tu t'es trop poussé? T'as pas assez pris soin de toi? Tu sais, j'ai lancé énormément. Ça ne veut pas lancer. C'est une question de temps. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Que ce soit sortir, que ce soit trop lancé, pas assez lancé, mon entraînement. Écoute, j'ai lancé énormément. J'ai lancé, je pense, c'est 82 manches et un tiers. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées que j'aurais aimé changer, comme on parlait justement des performance enhancing. Ça, des choses comme ça, tu prends des shortcuts des fois quand je me suis blessé, j'ai dit, gars, je vais essayer de m'aider, de me revenir sur le terrain, tu as des responsabilités, tu prends des décisions que tu n'aurais peut-être pas pris à y avoir plus d'informations ou à être plus intelligent un peu. Là. Mais veux pas, c'est. Je sais pas pourquoi il n'y a pas vraiment une chose que je peux dire, c'est à cause que je me suis pas assez hydraté, c'est à cause que j'ai sorti ou j'aurais dû prendre une journée de congé plus souvent, des choses, je ne sais pas exactement, changer mon entraînement, changer mes habitudes peut-être, oui, mais écoute, tout le monde demande, j'ai-tu un regret? Oui, j'ai pas des regrets, j'aurais des choses que je ferais différemment, si je serais capable de montrer ça aux jeunes, de leur dire, OK, gars, où c'était rendu, qu'est-ce que tu as besoin de faire, des choses comme ça, mais j'aurais aimé ça de m'occuper de mon corps un petit peu plus longtemps, juste le fait pour jouer au baseball plus longtemps, parce que je m'ennuie du baseball, je m'ennuie de faire 162 games, plus un autre camp d'entraînement, d'être avec des chums. C'est pas des chums pas au début, mais 162 games avec 2 temps dans le clubhouse, avec 13-14 heures par jour, assis à côté de 24-25 joueurs, que tu fais un bond, c'est ça qu'on s'ennuie, nous autres. Fait que j'aurais aimé ça être capable de jouer un 2, 3, 4, 5 ans plus. Parce que aussi, tu disais dans une vidéo que des fois, tu t'attendais pas aussi après ta pleine rétablissation, tu sais, d'être rétabli à 100%, puis tu faisais faire, hey, gars, fuck that, le corps suivra ou en tout cas, moi, je vais aller jouer, tu sais. C'est les responsabilités qu'on a en tant que joueur d'équipe, tu sais, c'est de valeur, mais tu sais, veux pas, si moi, je lançais pas en 9e manche, mais là, ça changeait le rôle à tout le monde en arrière de moi, avant moi, je veux dire. On le gars en 8e manche, en 7e manche, en 6e manche, ça a donné encore plus de stress aux lanceurs partants de lancer. Tu sais, veux pas, c'est ça, je me suis senti coupable. C'est pour ça, pour moi, je me sentais une responsabilité de rester sur le monticule parce qu'on dirait que je changeais la game au complet. Mon équipe comptait sur moi. Fait que c'est ça un peu le regret que j'ai eu quand j'ai été blessé. C'est ça qui est plus dur parce que tu veux pas, t'es blessé, t'es pas capable d'aider ton équipe. Puis moi, je me suis toujours, quand on parlait des saves, j'ai toujours eu du fun à gagner en équipe. Que ce soit moi qui finis la game ou que je suis capable de contribuer, que ce soit sur le monticule, que ce soit dans le clubhouse, aider les jeunes, c'est ça, j'adore gagner en équipe. J'adore qu'on parlait des 162 games puis le camp d'entraînement.
J'adore que ce soit un processus, tu sais, que tu t'apprends à te connaître, tu apprends à t'aider, en t'entraider, comme, tu sais, des bons teammates, on parle d'Adrian Beltre, c'est un joueur que moi, j'ai adoré. Tu sais, moi, quand j'ai eu mon blown save au 85e, lui, il a frappé un home run. Tu sais, c'est ça qui est le fun d'un esprit d'équipe. C'est ça que je m'ennuie le plus là-dedans. C'est ça le plus gros regret que j'ai. Ça a-tu été dur, justement, de quitter les Dodgers Ouais. quand tu l'as fait? Oui, c'était dur parce que c'était un nouveau régime qui arrivait. C'est ça, les Giants. C'est Ned Colletti qui arrivait là. Puis lui, je ne le connaissais pas du tout. Fait que, là, on se connaît bien. Il vit à Scottsdale, des choses comme ça. Mais c'était dur pour moi parce que moi, j'ai toujours pensé que j'étais un Dodgers. Once a Dodger, always a Dodger. I bleed blue. On parle de l'histoire avec Montréal, dans le Jackie Robinson. J'ai toujours adoré l'histoire des Dodgers. J'ai toujours été un Dodgers. Un des derniers gars qui est arrivé des mineurs qui coachait c'était quoi être un Dodgers, comme je disais, on a eu les Giants, des choses comme ça, tu sais. Puis ça a été dur, c'était vraiment dur, c'était difficile, tu sais, veux pas, un moment donné, il faut que tu tournes la page, tu changes. J'étais allé avec les Rangers, qui avait un bon front office, qui était John Daniels, que j'adorais, un jeune. Je pense que c'était le GM le plus jeune dans le temps. Tu sais, je suis arrivé là en tant que vétéran. Fait que j'avais des rôles différents, mais c'était dur de partir de Los Angeles parce que j'ai toutes les meilleures mémoires, tous les meilleurs souvenirs de ma vie, c'était avec les Dodgers. J'ai gagné Cy Young là. On dirait que en tant que joueur de baseball, j'ai grandi avec les Dodgers. Puis la personnalité, le joueur que je suis devenu, c'est à cause des Dodgers. Fait que c'était dur de partir. Mais écoute, j'ai été chanceux. J'ai joué avec les Rangers. C'est une belle organisation. Je me suis fait échanger à Boston. Tu sais, j'ai eu la chance de jouer on parle des Yankees, les Dodgers, le Canadien de Montréal, puis Boston, je pense, puis les Cubs, je pense que c'est les plus grosses franchises sportives. Puis j'ai eu la chance de faire partie de deux de ça. Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça faire ma carrière avec les Dodgers. De gagner une série mondiale avec les Dodgers, mais j'ai eu la chance de me rendre avec les Red Sox, de gagner la série mondiale avec les Red Sox. Puis, tu sais, comme je disais, c'est un privilège. Juste le fait de me rendre les majeurs, c'est incroyable. Le fait de gagner le Cy Young, de gagner une série mondiale. Il y a du monde qui joue pendant 20 ans, ils n'ont pas la chance de se rendre à la série mondiale. Moi, j'ai eu la chance de me rendre, de gagner une série mondiale. Fait que c'est sûr que j'aurais aimé ça avec les Dodgers, mais tu ne peux pas contrôler toujours tout. J'ai été blessé pendant 2 ans, puis je pense qu'ils ont voulu tourner la page. Ben ouais, mais en même temps, tu sais, c'est sûr, maintenant, on dirait de ton point de vue, c'est comme, ah, c'est sûr, ça, j'aurais aimé ça. Mais tabarnak, tu sais, moi, de comment je comprends, là, c'est tough en sacrament avoir les séries mondiales, puis en plus, t'as un Cy Young, tu sais, fait que c'est... En tout cas, ça reste incroyable. Là, regarde, j'ai la peinture avec Pebble Bond, tu sais, j'ai des belles mémoires. Ben oui. On aimerait ça changer des choses, mais la carrière que j'ai eue, c'est une belle carrière. J'ai eu des bons teammates, j'ai eu des belles équipes, j'ai eu, comme je disais, le Cy Young, j'ai eu une belle des mineurs avec les Dodgers. J'ai eu la chance de faire partie des Dodgers. C'est une des plus belles organisations familiales que tu peux pas avoir. Après ça, j'ai eu la chance de gagner tout ce que j'ai gagné, les trois All-Stars. J'ai eu une belle carrière. J'ai été chanceux, j'ai été choyé. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça gagner une série mondiale avec les Dodgers, c'est sûr, mais j'en ai eu une série mondiale, je suis chanceux. Oui. On peut toujours se plaindre. Oui, c'est ça. Ben, mais où c'est que je voulais m'en aller avec ça aussi, c'est que, ouais, c'est ça, t'es-tu content quand même, tu sais, parce que c'est pas mal plus vers la fin de ta carrière, tu l'as gagné la série mondiale, fait que t'es-tu quand même satisfait de l'apport que tu as pu amener à l'équipe pour participer à ça? Ah, c'était dur, c'était dur. Je peux pas dire que j'ai apporté énormément à l'équipe, mais j'ai resté positif, mettons. Ouais. Parce que ça n'a pas bien été à Boston, mais écoute, tu sais, quand tu regardes ça, tu mets ça tout dans un contexte qui est vraiment baseball, que tu regardes ça en tant qu'un jeune de Mascouche qui va gagner la Série mondiale, qui va gagner Cy Young, qui va être capable de dire, tu sais, si tu regardes ça, c'est sûr que j'aurais aimé ça, être meilleur pour les Red Sox. J'ai eu vraiment de la misère, ça n'a pas bien été. Mais on a gagné la Série mondiale. Tu sais, il y a un de mes amis qui jouait avec les Red Sox, il a joué pendant 22 ans. Il s'est fait échanger justement au camp. Il s'est fait signer avec les Red Sox juste pour avoir la chance de se rendre dans une Série mondiale. Royce Clayton. Fait que tu sais, j'ai eu même Jeff Fassero qui ne s'est jamais rendu dans une Série mondiale, qui a joué pour 17 équipes quasiment. Tu sais, veux pas, tu mets ça en perspective, tu dis, gars, j'aurais performé mieux, mais écoute, j'ai eu tellement de belles mémoires à Los Angeles. J'ai eu la meilleure carrière, les meilleures années que j'ai eues, c'est à Los Angeles, puis j'ai jamais rien gagné là-bas. Quand ça n'a pas bien été, j'ai gagné la Série mondiale. Fait que, tu sais, il y a toujours, ça se balance tout à quelque part. Fait que j'ai été chanceux de faire partie de ces deux organisations incroyables.
4 organisations avec les Red Sox, puis les Red Sox, les Dodgers, Milwaukee, puis les Rangers. J'ai été chanceux des belles places. Fait que, écoute, j'aurais aimé ça aider les Red Sox plus, mais on a gagné la Série mondiale. Ouais. Ben, je suis sûr que tu as dû les aider d'une autre manière avec ton caractère et ton expérience. Tu sais, comme tu disais, tu es un vétéran. Tu sais. Mais je pense que j'ai pas pris trop de place. Tu sais, quand ça va pas bien, quand tu es un superstar et que ça va pas bien, tu sais, j'ai pas. Moi, j'essayais de me dire, gars, là, si même toi, personnellement, ça va pas bien, essaye d'aider Pavabon, essaye d'aider les autres joueurs alentours, restez positif. Faut pas que tu sois un fardeau non plus. Tu sais, quand moi, ça va pas bien, négatif, mais là, le monde alentour, ils se vont sentir bizarre un peu. Fait que, tu sais, je me suis dit, gars, ça va pas bien, écoute, ça va pas bien, c'est pas grave. Là. Fait juste se concentrer sur l'équipe. On essaie de gagner une série mondiale. C'est là-dessus que je me suis concentré. J'ai passé à travers à cause de ça. C'est pas facile. Boston, quand ça va pas bien, ils prennent ça personnel. C'est comme à Montréal. Comme à Montréal, les Canadiens, c'est une religion quasiment le hockey. C'est une religion le baseball. Veut pas, ils prennent ça personnel. Autant qu'ils vont te monter, ils vont te mettre sur un piédestal. Mais si ça va pas bien, mais c'est l'envers de la médaille un peu. Ils vont te descendre. Ça fait partie de la job, par exemple. C'est l'amour du baseball qu'ils ont, c'est l'amour pour l'équipe qu'ils ont. Fait que, tu sais, tu veux pas enlever ça. Pour dire, comme tu arrives à Montréal, c'est dur, oui, ils vont chialer, le monde va chialer parce que tout le monde pense qu'ils peuvent un joueur du Canadien, ils pensent tous qu'ils sont capables de se rendre là parce qu'on est dans notre tête, on est né avec des patins. Fait que, tu sais, ça fait partie un peu de. This is what we signed up for. Fait que ça fait partie un petit peu de ça. Puis j'aurais aimé ça faire partie de l'histoire des Red Sox en étant un petit peu plus positif par rapport personnellement. Mais on a gagné la Série mondiale. Fait qu'encore, tu peux pas te plaindre. Là, il faut que je pose la question. Là, c'est quoi les superstitions que les joueurs avaient? Ben, j'imagine. Tu sais, ça doit être ah non, moi, il faut que je porte cette paire de bobettes-là ou sinon, hostie, on va perdre, tabarnak. Ça fait 4 jours qu'ils les ont pas lavés. Moi, j'en avais une coupe de même. Hein. Ah ouais? Ah, toi, t'en avais-tu? Ouais. Ma casquette, pendant 3 années, que je l'ai mis en ligne, elle était rendue crusty partout. Là. C'était blanche à cause de la sueur, le calcium. Ah. J'avais un undershirt que je mettais, c'était comme un col roulé, mais si tu enlevais mon chandail, le col roulé, j'avais pas de manche. Puis il était court ici. Fait que, c'était vraiment comme juste un col roulé, dans le fond. Là. Ah. Et j'avais les mêmes souliers que je mettais pendant quasiment 4 ans. C'était des Old Cooperstown, qui appellent les Nike Cooperstown, qui est les mêmes souliers que je mettais tout le temps. Puis quoi d'autre? Puis c'est quoi, si dans ta tête, si tu n'avais pas ça, ça allait pas bien ou... Il manquait quelque chose. C'est comme, tu te sentais mal à l'aise un peu. Tu sais, c'est quelque chose qui n'était pas là normalement. Tu sais, veux pas, c'est juste pour que ce soit l'entraînement, que ce soit la bouffe. Moi aussi, qu'est-ce que je faisais? Je me promenais alentour du stade, je faisais 3 tours du stade. À chaque fois que je marchais, c'est dans les. À Los Angeles, il y a comme un Wall of Fame que les anciens joueurs, les Drysdale, les Koufax, tous les gros noms. Puis il y avait tous des. Fait que moi, je frappais 3 coups. À chaque fois, je marchais 1, 2, 3 pour les retraits que j'avais besoin de faire, puis les prises que j'avais besoin à chaque pas de batte. Tu sais, c'est des choses comme ça que tu te dis, ça va bien, je continue à le faire. Fait que je me concentrais un petit peu plus là-dessus. Fait que c'est des routines. C'est pas des superstitions, c'est des routines, je pense. OK. Y en avait-tu, par exemple, dans les Red Sox pour les séries mondiales là, que ils faisaient attention? Parce que là, c'est le plus haut que tu peux. Là, les gars, là, ça fait 162 games qu'on parlait. Le fait d'être dans le même clubhouse, ensemble pendant 13 heures par jour, on se connaît plus que notre femme nous connaît, que notre famille nous connaisse. Fait que veut pas. On sait exactement ce que Manny Ramirez a besoin. On sait exactement quand parlait Manny Ramirez, ou que ce soit David Ortiz. Tu sais, tu apprends à te connaître. Un gars comme Josh Beckett. Tu sais, tu as toutes les personnalités. Tu as du monde qui sont vraiment calmes, tu as du monde qui sont fous, tu as du monde qui ne paraît pas de parler. Tu sais, tu as tellement de personnalités différentes. C'est ça qui fait une belle équipe. Puis je pense que c'est ça un peu. Tu sais, tout le monde a des superstitions. Puis je pense que le meilleur monde pour parler de ça, c'est les clubhouse guys. C'est le monde qui travaille pour le clubhouse. Et on a toutes des petites choses qu'on essaie de. Que ce soit notre chandail qui est mis d'une certaine façon, que ce soit notre bouteille notre bière qui nous attend après la game, à chaque fois qu'on arrive là, ou dans l'avion, qu'on a notre cranberry juice ready, n'importe quoi. Là. Mais tout le monde, ces personnes-là, c'est ça qu'on aime faire, nous autres. On est des creatures of habits. Je pense que c'est ça un petit peu. Tout le monde a on appelle ça des routines, là. Des superstitions un peu, mais tout le monde est différent. Il n'y a pas personne, il y a du monde qui à 7h, mettons la game est à 7h08, il y a du monde à 6h50, ils vont dans le jacuzzi. Fait que, c'est des petites routines comme ça que tu essaies de
essaies de faire ta place là-dedans, puis de leur laisser leur place à eux autres aussi. Là, il arrive 2009, puis tu sais, tout à l'heure, je t'en avais parlé, ça te dérangeait qu'on en parle, là, tu sais, mais il arrive la période de dopage, tu sais, ça avait beaucoup se fait sortir, ça, puis là, ton nom, il avait sorti. Toi, comment t'as géré ça, tout cet épisode-là? Ça, c'était dur. C'était vraiment dur, parce que veux pas, tu sais, je sais, moi, les sacrifices que j'ai faits. Puis, le plus gros, pour commencer, le plus gros regret que moi j'ai là-dedans, oui, j'aurais aimé ça faire des meilleures décisions, être plus informé, des choses comme ça. J'aurais aimé ça pas faire d'erreurs, ça c'est normal, là, tout le monde aurait aimé ça être parfait. Mais le plus gros regret que j'ai là-dedans, c'est que j'ai mis un doute sur le monde qui ne l'ont pas fait. C'est ça le plus gros regret que j'ai là-dedans. Tu sais, c'est sûr que moi personnellement, c'est difficile parce que je le sais, les sacrifices que j'ai faits. On parlait de Séminole, on parlait de Mascouche qui a monté, qui est allé en Oklahoma, des choses. Je sais tous les sacrifices que j'ai faits. Mais le fait que j'ai entaché un petit peu ma personnalité, ma carrière, puis j'ai encore plus, ce qui est encore plus pour moi, c'est les autres qui ne l'ont jamais fait de ça. Fait que tu sais, veux pas, un gars va frapper 40 home runs, puis le monde va dire ah, il a peut-être fait ça. C'est ça le plus gros regret que j'ai eu, c'est ça. Pour moi, c'était dur, difficile. C'était vraiment difficile parce que je voulais en parler. Je ne savais pas si j'avais le droit d'en parler. Je ne devrais pas en parler, des choses comme ça. C'était dur personnellement. Ça a été quelque chose que moi, j'ai toujours adoré le baseball. Puis quand ça a sorti, je ne voulais même plus rien savoir du baseball. Je ne voulais pas en parler. Je ne voulais plus voir. Je ne regardais pas le baseball. Ça m'écœurait un peu parce que j'aurais aimé ça pour ne pas faire d'erreur. Pas parce que ça a sorti. Parce que, tu sais, ça m'a mis un doute à ma carrière. Puis ça a vraiment mis un doute sur les autres joueurs qui n'en ont pas fait. C'est ça le plus gros regret. Mais là-dedans, pour moi, la façon que je m'en suis sorti mentalement, un petit peu, de voir ça positivement, c'est que moi, j'aimerais ça que les jeunes, après moi, ne fassent pas mon erreur. Fait qu'on peut être un exemple aux jeunes gars, il y en a pas. On parlait justement pourquoi j'ai peut-être pas ma carrière n'a pas duré aussi longtemps, les blessures, des choses comme ça. C'est peut-être ça. Moi, je pense qu'un gros pourcentage de mes blessures ont été parce que je ne me suis pas occupé de mon corps, j'ai essayé de pousser trop mon corps, que ce soit avec les drogues, des choses comme ça. C'est ça, j'aurais été sûr que les jeunes ne fassent pas cette erreur-là, parce que ça ne vaut pas la peine. Puis ça te met un doute sur la carrière que tu as faite, tous les sacrifices que tu as faits de l'âge de 3 ans, les parents, les choses comme ça. Tu sais, ça met un doute là-dessus. Puis c'est ça qui est le plus dur là-dedans. Puis aussi, ça entache le baseball, ça tâche les joueurs qui ont toujours été clean, puis ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. C'est ça le plus gros regret que j'ai là-dedans. Tu sais, quand ça a sorti le Bleacher Report, je me cachais. Je ne savais pas quoi faire avec ça. Tu sais, c'était pas le fun. C'était plate. C'est probablement le plus bas que j'ai été dans ma vie. Tu t'es senti toute seule? Oui, tu te sens comme un tricheur. Tu sais, même la première fois que je l'ai fait, je me sentais comme un tricheur. Puis, tu sais, je me sentais comme... Le baseball m'a tout donné. Puis, je me suis senti que j'ai trahi mes fans, j'ai trahi ma famille, j'ai trahi tout le monde. Tu sais, je me suis trahi moi-même parce que je sais comment j'ai travaillé fort. C'est ça qui était de valeur un peu. C'est ça qui était plate, que j'aurais aimé ça avoir plus je veux pas dire d'expérience de vie, mais j'aurais avoir plus d'informations que pourquoi. Tu sais, tu fais des choses que tu fais, mais des fois, tu n'y penses pas. Puis, j'ai pas pensé, j'aurais aimé ça de faire une meilleure décision, mais là-dedans, tu essaies de te concentrer sur ce que tu es capable de contrôler. Après que c'est fait, tu dis, gars, là, je m'excuse, j'aurais aimé ça faire des meilleures décisions, je ne suis pas parfait, blablabla, mais il n'y a pas d'excuse là-dedans. Tu sais, il y a du monde qui m'ont dit, ouais, mais le testing n'était pas là, mais c'est pas une excuse. Je le savais au début que je faisais quelque chose qui n'était pas correct, puis ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine. C'est quelque chose que je regrette énormément, mais j'essaie de tourner ça en positif, j'essaie de parler le plus possible aux jeunes, de ne pas faire les erreurs que moi j'ai faites. Les shortcuts, ça n'existe pas. Tu sais, t'essaies de te concentrer là-dessus parce que veux pas, c'est pas juste pour moi personnellement, une période du baseball qui était vraiment été noire un peu. C'est entacheté un peu par rapport à la beauté du baseball, c'est d'être sur le même niveau de compétition. Puis je pense que c'est ça que j'ai trahi un peu je sais pas si ça s'appelle ça, la sanctité du baseball. Ouais. C'est ça, j'ai beaucoup de regrets par rapport aux autres, par rapport au MLB, par rapport à ce que le baseball m'a donné, puis j'ai trahi ça un peu. La pureté du sport, là, c'est ça. Ouais. Puis, si tu me permets de poser la question, comment que ça a commencé? Tu sais, c'est quand que ça a commencé? Parce que de ce que j'ai compris dans des vidéos, ça n'a pas été gros là, dans ta carrière. Là, non. C'est juste j'étais même pas, je pense que j'ai été 2 mois.
puis je savais même pas ce que je faisais. J'ai entendu parler du monde parce que je m'étais blessé au genou, puis je savais que ça allait intervenir le plus vite possible. C'est la seule pensée que j'ai faite, c'est ça. Et voilà, ça va m'aider. T'as juste allé le Metro Report, tu vas savoir exactement ce qui se passe là-dedans. OK. Puis c'est ça, t'as-tu été guidé ou même pas? T'as fait ça toute seule, genre? Tout seul. J'avais aucune idée de ce que je faisais. J'avais aucune idée de ce que je prenais. Je peux même pas dire ce que j'ai pris exactement. J'ai aucune idée. J'avais pas rien de docteur. C'était juste de même. Puis je pensais que ça allait m'aider. Puis c'est ça qui est de valeur. Tu sais, t'as pas l'information. Là, on a l'information. Là, on le sait. On le sait que t'as pas le droit de faire ça. C'est illégal. Les blessures, les chances de blessures, ça vaut pas la peine. Fait que, tu sais, le knowledge, je l'avais pas. C'est pas une excuse de dire ça. J'aime pas ça dire ça. J'aurais juste dû pas faire ça. Ouais. Le road less travel, j'aurais dû continuer de prendre après de prendre un shortcut, pour prendre un raccourci, j'aurais dû prendre le chemin que j'ai toujours pris, c'est de juste travailler plus fort, prendre mon temps, juste moi personnellement de travailler plus fort, de me regarder dans le miroir, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, puis essayer de les améliorer. Puis c'est comme on parlait justement quand je me suis fait descendre, j'ai pas fait ça. J'ai pas pensé comme de cette façon-là. Je me suis fait descendre trop souvent, j'avais des doutes peut-être, je sais pas exactement. Le raisonnement, je sais pas que j'ai eu. Je sais que j'avais mal aux genoux, j'avais besoin de revenir sur le terrain, puis c'est la décision que j'ai prise, que je regrette tout le temps. T'avais-tu peur de perdre ta place? Tu sais, de maintenant. Ouais. On vit avec ça. On vit avec la peur de se faire de power. J'ai été 3 ans les mineurs. J'ai été 3 ans les mineurs. Après ça, j'ai été 3 ans à me faire monter, à me faire descendre, à me faire monter, à me faire descendre. J'étais en dette. J'étais en dette. J'étais un majeur, puis je travaillais à Pickerton Security dans les saisons mortes. Tu sais, t'as pas d'argent, là. J'ai pas une scène. J'ai pas fait d'argent jusqu'à temps qu'après ma quatrième année des majeurs. Avant ça, j'étais en dette 25, 30, 50 000. Je prenais des cartes de crédit l'hiver pour payer mes billes. Pour ça, je revenais, je retravaillais, puis je faisais payer genre, tout dépendant, dans le A, dans le 2A, dans le 3A. Fait que tu sais, veux pas. C'est pas une raison, mais tu y penses, c'est sûr. Mais notre vie des mineurs, on attend juste. Veux pas. Quand moi, j'étais un mineur dans le 3A, puis je voyais un gars se blesser, j'étais pas content. Mais je voyais ça en tant qu'une opportunité que peut-être qu'elle allait m'appeler. Fait que tu sais, veux pas. Ouais. Peut-être, tu le sais, en tant que joueur, je me blesse, je suis pas là, quelqu'un va prendre ma job, des choses comme ça. Tu y penses, c'est sûr. C'est pas une excuse, mais c'est sûr que c'est toujours dans notre tête parce que c'est la compétition. C'est ça, le sport professionnel. Tu sais, tu peux pas l'enlever. Tu sais, on a-tu peur? Oui, mais on y pense-tu? On est élevé à pas penser à la pression, mais on sait qu'on se blesse, il y a quelqu'un d'autre qui va faire notre job. Là. On n'est pas assez bon, et on se fait mettre dehors parce qu'on n'est pas assez bon. Tu sais, c'est de même, ça marche. C'est ça le baseball, c'est ça le sport, c'est ça c'est dog eat dog. C'est le même, ça marche. Non, puis là, ça peut venir affecter ton jugement, mais tu sais, c'est ça. Puis c'est à des niveaux ultimes, tu sais, le sport professionnel de haut niveau. Tu sais, c'est ça. C'est à un autre niveau, justement. Là, c'est ça, c'est de valeur. C'est de valeur. Là, on a l'information. Tu sais, c'est là, comme disait le monde, le Mitchell Report, des choses comme ça. Tu sais, quand ça a tout sorti ensemble, Major League Baseball, qu'est-ce que les raisons qu'ils l'ont fait, on peut revenir back and forth par rapport à la raison pourquoi ils l'ont fait. Mais on regarde ça le long terme, ils ont fait de la bonne chose. Parce que tu as besoin de tester, tu as besoin d'être tout le monde sur le même niveau. Tu as besoin de ça. Pour juste l'intégrité du sport, c'est important, ça. Puis je pense que moi, c'est ça le plus gros regret que j'ai eu, c'est que j'ai changé l'intégrité un peu. C'est ça le regret que j'ai eu. Tu sais, on peut parler de ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de bonne raison. C'est juste une expérience de vie que moi j'ai eue, que j'aurais aimé avoir, que ça soit moi penser un petit peu plus longtemps, avoir la façon que j'y pense, que ça soit. Comme on disait, j'avais-tu peur? Je ne sais pas. J'ai pas raisonné comme ça longtemps. Là. C'est pas, Je me suis dit, gars, je ne suis pas sur monticule. Qu'est-ce que je veux pour être sur monticule? Puis j'avais entendu parler de ça. Du gars, ça va peut-être m'aider. Ben voilà. C'est simple comme ça. C'est pas, on peut décortiquer ça comme on veut, les raisons. Il y a du monde, moi, mais du monde ça n'a aucune importance. C'est juste que moi, j'aurais aimé ça d'avoir fait une meilleure décision que ça. Puis je me suis trahi un peu par rapport à moi, le travail fort que j'ai eu. C'est ça le plus gros regret, tu te trahis toi-même.
Mhm. Mais tu sais, t'es pas le seul que son nom il a sorti, tu sais. Fait que. Pas grave. Tout le monde dit ça. C'est la même. Oui, non, non, mais c'est pas là, c'est On pas est ça. 300 joueurs. Ouais, c'est pas là aussi que je veux m'en aller, mais tu sais, est-ce que la MLB était au courant de qu'est-ce qui se passait? Je sais pas. OK, regarde bien ça. Euh, il y avait une collective bargaining agreement qui se passait. C'est quoi ça veut dire, ça? Il négociait la convention collective. Ah! Puis là, tu penses qu'il aurait crissé des bâtons dans les roues pour. Non, mais il voulait tester, puis les joueurs, ils voulaient peut-être, je sais pas s'ils voulaient tester ou pas, mais tu sais, ça a toujours été quelque chose que, tu sais, c'est-tu pour ça qu'ils ont décidé de faire tester tout le monde ou pas? Ils savaient-tu? Je sais pas. Ils sont pas niaiseux non plus, là. Tu sais, ils savaient-tu que c'était autant de monde que ça? Peut-être pas. Ils savaient-tu qu'il y en avait autant, qu'il n'y en a pas trop? J'ai aucune idée. Pourquoi qu'ils l'ont fait? Il y a des raisons, peut-être ça soit peut-être une négociation, peut-être qu'ils ont la cave, peut-être c'est José Canseco qui en parlait on ne sait pas. Mais Ouais. aucune raison, parce que moi je pense que la façon qu'ils l'ont fait, il y avait besoin le sport avait besoin de se faire clean-up. Ah ouais. Il y avait besoin de ça, puis ils l'ont fait. Il y a du monde qui ont tombé à cause de ça, comme moi, mon nom était acheté, mais j'ai triché. C'est pas compliqué, là, j'ai triché. Ouais. Tu sais, tu ne peux pas être de faire identifier en tant qu'un tricheur ou en tant que n'importe quoi, mais triche pas. Ben, c'est ça. Fait que toi, tu mets la faute sur toi à la base. Tu sais. Mais là, je ne mettrai pas la faute sur moi. Tout ce que je t'ai dit là, plus tôt par rapport à me regarder dans le miroir, des choses comme ça, je suis un hypocrite de te dire ça. Non, mais non, t'as de l'air très sincère, man. Puis, tu sais, c'est ça. Ce que j'ai, c'est mon intégrité et ma sincérité. Fait que, à part ça, c'est comme on disait, essaye d'apprendre aux jeunes. Si tu n'es pas capable de dire ce que tu as fait de bien, de pas bien, si tu n'apprends pas de tes erreurs, tu n'es pas une personne qui grandit. Puis moi, j'aime grandir. Je vais apprendre. Je ne suis pas parfait. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans ma vie par rapport en tant que parent, en tant que père, en tant que. Ouais. Tout, là, tu apprends tous les jours, tu essaies de t'améliorer, que ce soit au baseball, que ce soit dans la vraie vie, c'est ça. Fait, pour moi, si je n'aurais pas été capable de me regarder dans le miroir et de dire hey, le cadre, c'est toi qui as fait de l'erreur, arrête de dire qu'il y a du monde comme. J'apprécie ce que tu dis, OK, tu n'es pas le seul, des choses comme ça, j'apprécie ça énormément, mais c'est pas une excuse. C'est pas. Ça donne absolument rien parce que je pense être responsable de ta carrière, responsable de tes propres décisions, puis d'assumer ce que tu fais, c'est ça, je pense, un caractère. C'est ça être une personne qui est l'accountability qu'elle appelle. C'est ça, je pense, que j'essaie d'avoir le plus possible. Dire, gars, être humble, c'est beau, c'est le fun, oui, je vais être humble, mais je suis pas capable d'admettre mes fautes, mais ça veut rien. Ouais, c'est ça. Ben oui. Ben merci d'avoir répondu à mes questions sur ça. Je sais que là, tu as voulu essayer de revenir de ta retraite à un moment donné. Ben, tu as voulu comme revenir. J'ai fait 4 fois, je pense. Ouais, c'est ça. Hein? Puis je pense que tu en parlais un peu tout à l'heure. C'est que c'était difficile pour toi d'accepter que Éric Gagné, c'était plus un joueur de baseball. Mais Éric Gagné, ça va toujours être un joueur de baseball. C'est ça que je suis, c'est ça que j'ai fait, c'est ça que je vais toujours faire. La pense, les décisions que je fais, c'est par rapport au baseball. C'était dur de pas être capable de continuer à jouer. Mais quand je suis revenu, je pense que la raison pourquoi je suis revenu, parce que j'adore lancer. C'est thérapeutique pour moi, me lancer, d'avoir une balle dans mes mains, d'être capable de la lancer, de savoir que si je bouge d'une certaine façon, la balle réagit d'une autre façon. Tu sais, pour moi, j'adore ça, c'est un art. J'adore ça, c'est thérapeutique pour moi de me lancer. La raison pourquoi je suis revenu, parce que j'adore le baseball. J'aime le baseball, j'aime le challenge du baseball, j'aime le fait d'être capable de m'entraîner, voir les résultats tranquillement, pas vite, de connaître mon corps, de savoir ce que moi j'ai besoin de faire, que ce soit nutrition, que ce soit entraînement, réhabilitation, des choses comme ça. J'adore ça. Puis j'adore voir les changements que moi, si mettons j'approche mon entraînement différemment, je vois les changements. C'est ça que j'ai adoré. La raison que je suis revenu, c'était plus un peu le WBC. Quand je suis revenu avec le WBC, c'était vers. J'ai jamais eu la chance d'être sur l'équipe parce que soit je suis blessé avec les Dodgers ou je suis sur contrat et les Dodgers ne voulaient pas me faire laisser jouer. J'ai manqué les deux au WBC. Puis quand j'ai appris qu'il revenait, je suis encore capable, mon corps est encore capable, je me lançais avec les jeunes, puis je voyais que mon corps
il était pas si pire. Fait que c'est pour ça que je voulais revenir, être capable de faire partie de l'équipe canadienne, puis faire le WBC, puis c'est pour ça. Je pensais être capable de revenir après, mais j'ai lancé 3 manches avec l'équipe canadienne, puis mon corps était fini. J'étais revenu, j'étais avec Long Island, une ligue indépendante. Ça n'a pas bien été, puis j'étais fini. Mon corps était plus capable de lancer. 62 games, c'est un marathon, c'est long. C'est pas juste l'affaire de lancer, c'est la préparation que ton corps revient pas. Tu sais, à un moment donné, quand tu lances une manche, tu as besoin d'un 7-8 heures d'entraînement après pour revenir être capable de relancer. Fait que là, t'es là, ouais. Je pense que c'est le temps de raccrocher. Mais c'est ça. Ben oui, c'est ça, Chris. Je pense que tu as bien des affaires. Mais c'est ça, ça a dû être difficile d'accepter ça, par exemple, faire comme ben là, j'ai plus le choix, là. J'ai plus le choix, câlisse. C'est dur, oui, c'est dur, mais c'est. L'affaire la plus dure là-dedans, c'est pas de ne pas se lancer. C'est l'affaire, c'est de retrouver son identité en tant que personne. Parce que veut pas, quand tu mets ton identité juste sur le baseball, tu n'en as plus de baseball, c'est qui a gagné, c'est quoi la définition, c'est qui je suis en tant que personne. Fait que c'est ça qui est le plus dur, de retrouver dans le fond, se refaire une identité. Puis c'est sûr que je vais toujours être un joueur de baseball. Tu sais, on t'enlèvera jamais ça de moi. C'est dans mon DNA. Mais c'est ça, c'est juste de se refaire une personnalité, de se refaire c'est qui Éric sans être sur un terrain de baseball. Puis ça prend du temps. Tu sais, c'est ça, j'ai ça à chaque jour, je travaille là-dessus. J'ai B45, j'ai acheté la compagnie de baseball, j'ai des projets que je travaille justement présentement pour aider les joueurs, pour leur montrer que ce soit sur le terrain, à l'extérieur du terrain, c'est quoi leur valeur, tu sais, du mentorship un peu que j'essaie de faire. Fait que c'est ça que tu essaies de te valoriser là-dessus, à la place de te faire valoriser par les 50 fans qui t'applaudissent, qui sont heureux que tu aies des rétro-bâtons, mais tu essaies de te valoriser sur les entraînements avec les jeunes que tu fais, l'impact que tu as sur la jeunesse, puis le message que tu es capable de leur dire, les leçons de vie que moi j'ai eues, être capable de transmettre mon expérience à eux autres. Là, c'est ma dernière question, puis après ça, je te laisse reprendre ta vie. Quelle place qu'il y a le Québec pour toi dans ton cœur? C'est le Québec, c'est moi, ça. Pas juste dans mon cœur, il est là. Ouais, c'est ça. Québec, c'est mes racines, c'est moi. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que tu vis en Arizona que ça change. Arizona, parce qu'il fait beau et j'ai de l'argent, j'ai été capable de me sortir, capable de me payer une belle maison au soleil qui me rend heureux. C'est la seule région. Je suis encore au Québec. Tout ce que je fais, écoute, toutes les décisions que je fais, je suis un Québécois à 100%. Ça ne changera jamais. C'est à chaque fois que quand j'amène du monde, moi j'habite pas au Québec, mais j'amène le monde. Tu sais, je suis fier d'amener du monde, de voir mon pays, de voir mon petit coin du monde qui est Québec, Montréal. Tu sais, j'adore ça, tu sais, c'est beau. Je vais toujours être un Québécois, ça ne changera jamais. Même si j'ai rendu citoyen américain, là, j'ai rendu dual citizenship. Fait que, non, je suis un Québécois. C'est quoi l'important? C'est moi, c'est le joueur de hockey qui est rendu joueur de baseball, qui vient d'Arizona. Ça ne changera jamais que je suis un Québécois. Puis c'est une place énormément dans mon cœur. T'es fier de l'être? Ben oui, voyons. Ben oui. Ouais, bon, parfait. Moi, man, je suis un petit souverainiste, fait que je suis content d'entendre ça. Moi, je suis fier d'être Québécois. Écoute, c'est le fun parce que, tu sais, on parlait d'un Québécois qui est allé en Oklahoma, qui a appris l'anglais en Oklahoma, qui a vécu le rêve américain, dans le fond. Là, tu sais, c'est vraiment incroyable. Je suis vraiment chanceux. Tu sais, c'est ça que j'ai un privilège incroyable d'avoir la carrière que j'ai eue, puis d'avoir la personnalité que j'ai par rapport à où je suis, mes racines. Puis je suis fier de ça. Hey, pour vrai, merci beaucoup, Éric Gagné, man. Merci beaucoup, man, pour ton temps. Puis c'est le fun, on a réussi à passer à travers sans qu'il y ait trop de coupures d'Internet. Fait que c'est bon. Thank you, mon chum, man. Je viens de plugger mon commanditaire. On l'a pas vu tant que ça, là, mais merci à procafetière.ca d'avoir commandité le podcast d'aujourd'hui. Fait que merci beaucoup, Éric. C'est crissement apprécié. Puis, je te laisse le mot de la fin. Y a-tu toi que t'aimerais dire, que t'aimerais que... Amusez-vous tout le temps. N'importe quoi tu fais dans la vie, amusez-vous. Un gros sourire. Ma mère m'a toujours dit ça. Elle dit, souris, tu m'inquiètes. À chaque fois que je souriais, ma mère était heureuse. Elle voyait que j'avais un gros sourire dans la face, que j'aimais ce que je faisais. Fait que n'importe quoi dans la vie, essaye juste de t'amuser, d'avoir du fun. Puis garde toujours un sourire dans la face parce que la vie est courte. Faut en profiter. C'est parfait, ça. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye. Bye bye.